Vous écoutez Edwige sur Radio Puisalène et c'est comme ça tous les mardis de 14h à 16h pour l'émission spéciale jardinage à consommer sans modération, une avalanche de musique des années 60, 70, 80. Alors soyez au rendez-vous, c'est tous les mardis de 14h à 16h. Et je pense que c'est à nous. Oui. Oui. Hein. Alors, bonjour à toutes et à tous. Hein. Bonjour Laure. Bonjour Edwige. Bonjour Pascal. Bonjour Laure. Bonjour Pascal, ça va ? Oui, ça va. Oui, hein, ça va. En plus, il fait beau. Hein. Là, c'est vrai. Alors, bien sûr, 2 heures d'émission, 2 heures de comment on va dire oui. Ben oui, on a un petit invité, hein, Pascal. Hein, cet après-midi, il était là, il gazouille. Hein, il parle pas encore, mais il gazouille. Alors, on va essayer de faire l'émission avec ou sans. Mais Pascal, toi, tu vas nous proposer plein de choses cet après-midi. Hein. Alors, bienvenue au jardinier en herbe, d'ailleurs. Ah oui, c'est ça. La relève. Ça commence jeune hein, maintenant. Hein. Dès 4 mois et demi, ça y est, ça veut jardiner. Hein. Tu crois? S'il est comme ça, mamie, il va s'intéresser. C'est parfait, ça, c'est génial. Voilà. Donc oui, aujourd'hui, on va peut-être aborder parce que ça y est, le février, hein, c'est demain. Oui. Et le jardin, c'est parti. En février. C'est vrai. Les semis sur couche chaude. Enfin bon, il y a plein de choses à faire. Préparer aussi. Oui, la préparation. Du jardin. Et on va aborder un thème, on en avait parlé déjà, qui est la récupération de l'eau. Oui. Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi. On récupère, alors, récupération d'eau, l'eau de pluie. L'eau de pluie, voilà. D'accord. Voilà. Parce que tout ce qui est l'eau on a parlé hors antenne, hein, de pluie, c'est réglementé. Notamment, et qu'on doit mettre un compteur, il y a plein de choses maintenant, sur les nouveaux forages, hein. Les anciens forages, non. Et même le droit à l'eau est devenu pratiquement universel. Ça, c'est. Et d'ailleurs, je travaillais sur un texte assez récemment. Il y a 7 personnes en Europe qui sont en train de demander à ce que l'eau soit devenue constitutionnelle en Europe. Alors, il faut trouver 7 personnes, un par pays. Il faut présenter ce texte à la Cour européenne. Oui. Bien sûr, après il y a du lobbying, croyez-moi, je pense que les grands acteurs de l'eau, que sont Veolia, les autres, vont pas cesser faire. Donc l'eau sera un droit. Ça le dit en Yougoslavie déjà. C'est un droit, on ne peut pas opposer le droit à l'eau. Il y a une personne qui n'a pas le moyen de payer, on lui fournit de l'eau quand même. Ah, bien sûr. Et puis l'eau, c'est l'eau du ciel. C'est à personne. Oui, ce qui tombe du ciel, mais je veux dire, le droit à l'eau, même l'eau potable. On va inscrire ce droit, ce qui est logique, parce que sans eau, de toute façon, on n'est pas bien. C'est vrai. Voilà, ça sera on a eu de belles pluies d'ailleurs, avant-hier notamment. Avant-hier, donc dimanche. Ah oui, il a bien plu, oui. Très belle pluie, c'est bien. Bon, ce qui est dommage, c'est tomber sur un sol gelé, donc ça limite la pénétration, mais c'est bien. Et sinon, là, aujourd'hui, il fait bon. Il fait presque trop bon. C'est vrai. On a envie de jardiner. Voilà. Tu rigoles, Laure. Hein, tu crois que tu vas y passer aussi, toi, hein? T'as du boulot dans ton jardin. Bien sûr. Comme tout le monde, hein. Tous ceux qui ont un jardin, il y a du boulot. Hein. Mais on aime bien. Hein. On aime ça. Hein. Ah, c'est mieux que le ménage. Oui. Moi, je suis d'accord avec toi. Là, moi, je vais facilement dehors plutôt que je fais mon ménage. Hein. Donc Pascal, alors l'eau, on récupère l'eau. On commence par ça ou on commence par ça parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de questions. Hein, si vous voulez justement vous auditeurs de Radio Puisalène, poser des questions à Pascal, le 03 44 75 3000. Hein. Alors l'eau, donc en ce qui concerne les Nations Unies, donc ont voté un texte qui a force de loi qui dit le droit à une eau potable, salubre et propre est un droit fondamental, essentiel au droit à la vie de tous les hommes. Donc voilà, déjà c'est un texte qui malheureusement, je pense que dans beaucoup de pays, nous n'en sommes pas encore là. Oui. Je pense que les Nations Unies ont émis un vœu pieux, mais qui n'est pas suivi lorsqu'on va. Moi, je suis dans des pays du Maghreb. Non, malheureusement, l'eau n'est pas salubre. Voilà. Et ils ont besoin de l'eau aussi, hein, c'est ça. Oui, tout à fait. De l'eau, comme tu dis, on en a besoin. Hein. Alors, il faut bien savoir qu'en France, nous sommes des gros consommateurs d'eau, 150 litres par jour et par personne. Ah oui, en effet. Voilà. Dont en moyenne 39 litres pour la douche ou le bain. C'est la plus grosse consommation que nous faisons. Alors le jardin,
jardin loisir, ça représente 6 litres par personne et par mois. C'est pas beaucoup. C'est en moyenne. 6 litres par personne. C'est-à-dire qu'on prend les personnes qui habitent en ville, qui habitent dans un immeuble, qui n'ont pas de jardin, qui n'ont rien. Hein. Mais effectivement, c'est peu. Hein. C'est très peu. Et quant à l'usage de cuisine et boissons, c'est 1%. Voilà. Le reste, plus grosse, 39-40 litres par jour pour les soins, hein, donc la beauté, tout ça. C'est énorme. Ah oui, quand même. Oui, c'est énorme. Alors d'où l'intérêt on voit fleurir partout un peu des limiteurs de pression, des choses. Ça c'est bien, c'est bien. Ou des robinets qui mettent des bulles d'eau. On a l'impression d'avoir beaucoup d'eau, des bulles d'air, pardon. On a l'impression d'avoir beaucoup d'eau sur les mains lorsqu'on se lave. Oui. En fait, il y en a très très peu. Est-ce qu'il n'y a plus de pression de rien? L'effet est aussi valable que si on avait un grand jet d'eau. Hein, voilà, c'est une chose. Alors nous, on va surtout s'attacher à la récupération d'eau, parce qu'on peut récupérer l'eau, bien sûr, mais surtout la récupérer, mais aussi s'en servir. Voilà. Savoir comment il faut s'en servir de l'eau. Alors, de tout temps, de toute façon, l'homme a récupéré l'eau de pluie. Hein. D'ailleurs, le plus bel exemple que nous avons en France, c'est l'aqueduc du pont du Gard. Oui. Ce pont à 3 niveaux qui est un aqueduc, donc les Romains récupéraient l'eau pour faire traverser le Gard. C'est magnifique, c'est à voir, croyez-moi. Et donc, déjà à l'époque, on faisait des infrastructures énormes, parce qu'on n'avait pas de moyens de pompage comme on a maintenant, des pompes industrielles qui vont chercher l'eau très très profondément. On n'avait pas ça, mais on prenait l'eau d'un cours d'eau, on le faisait passer au-dessus d'un autre sur un pont à 3 étages. Et non, c'est extraordinaire comme chose. Alors donc, bien sûr, il y a une réglementation, mais qui est, elle n'est pas très, comment dirais-je. C'est-à-dire que réglementairement, tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fond. Alors son fond, en jargon, ça veut dire qu'il tombe chez lui, quoi, hein, sur ses toitures, ou même éventuellement sur sa pelouse. Hein. Mais je pense que tout le monde le fait là. Hein. Voilà. Donc ça, c'est l'article 641 du Code civil. Hein. Donc on peut récupérer l'eau, on peut la stocker, bien sûr, et l'utiliser pour arroser les toilettes, laver le linge éventuellement dans certaines conditions. Oui, parce que comme on dit, l'eau du puits, ou alors vous allez laver votre linge avec, il y a quand même, il faut la traiter, l'eau du puits. Enfin, je sais pas maintenant. Alors, dans ma précédente maison, j'avais un puits qui était en très bon état. Il n'y avait aucun souci. L'eau. D'ailleurs, la personne qui, 2 bien avant moi, c'est une dame âgée, n'était pas raccordée au... Ah oui. Ouais. Ça devait certainement gêner les voisins, hein. Je ne sais pas, il y avait la maison, il y a une maison encore qui était juste de l'autre côté de la rivière, qui n'est toujours pas raccordée d'ailleurs. Alors je pense que il y a des analyses qui sont faites. Oui, on doit parce que il faut la boire, hein, l'eau du puits. Tout à fait. Mais pour nous, ce qui nous intéresse, les jardiniers, c'est surtout arroser. Hein. Alors donc, il y a mille façons, non, il y a plusieurs façons de récupérer l'eau, bien sûr. Généralement, on récupère l'eau de toiture. C'est la plus simple. Oui, hein. C'est le plus simple pour nous. Tout le monde récupère son eau de toiture, hein, je pense, hein, et le met dans un gros, comment on appelle ça, un récipient ou un. C'est des conteneurs. Oui. Oui, voilà, des conteneurs, oui. C'est intelligent, de toute façon, puisque c'est gratuit. Et puis voilà, c'est ce que j'ai dit. Alors effectivement. Je pense que le fait de récupérer l'eau, c'est néanmoins une démarche citoyenne ou écologique, comme on voudra. Hein. J'allais dire naturel. Voilà. Tout le monde a maintenant un récipient où on récupère l'eau. L'eau, on peut pas laisser l'eau partir comme ça dans le vide. Hein. Ah, tout à fait. On a tous une toiture et puis justement, comment on appelle ça, les gouttières. Les gouttières. Alors, donc effectivement, c'est vrai que pour le jardin, ça pose rarement des problèmes de pollution, c'est assez exceptionnel qu'on en ait à ce moment-là. Mais effectivement, si on veut, à partir du moment où on utilise l'eau qui provient d'une récupération, on ne peut en aucun cas la coupler au réseau normal on peut pas faire moitié-moitié ? Non, il faut qu'il y ait un circuit parallèle. Ah d'accord. En aucun cas. Alors il y a un système aussi qui anti-refoulement où on peut, mais non, c'est pour ça que donc on peut faire pour les toilettes, pour la lavage éventuellement, la douche, mais en aucun cas pour la cuisine
Ça, oui, parce que c'est les aliments quand même. Hein. Voilà. Oui. Et donc, lorsqu'on a un point de distribution d'eau par quel que soit l'opérateur qui distribue, oui. Là, même si après on récupère l'eau, on n'a pas le droit de se couper. Ah d'accord. Par contre, ceux qui ne sont pas raccordés peuvent le rester non raccordés. Mais alors là, ce sont les nouvelles règles. Enfin, ça, c'est dans un sens, ça peut se concevoir pour plusieurs raisons, de sécurité notamment. Voilà. Si vous avez un incendie en plein été et que vous n'avez plus de réserve d'eau, c'est gênant. Bien sûr. Oui. Bon, ça c'est une chose. Voilà. Mais donc on a le droit de récupérer là. Donc les derniers textes, l'article 641 du Code civil le prévoit. Donc on peut récupérer l'eau dans des réservoirs. Alors après il y a des normes aussi de sécurité. Là, on va en parler. Hein. Alors il y a plusieurs façons. Donc les réservoirs, ça peut être un grand bidon, ça peut être un conteneur. Oui, les conteneurs maintenant ça vaut pas trop cher et puis éventuellement on consomme dedans. Les conteneurs de gouttières, j'ai regardé ça récemment, ça va de 60 à 300 euros à peu près. Voilà, on peut avoir quelque chose. Bon, c'est pas immense. Hein. Les plus grands, les colonnes de gouttières font 600 litres. Oui. Ça c'est bien maintenant et puis c'est pas cher et c'est esthétique, hein, c'est propre quand même ça. Oui, ils font de belles choses qui sont faites maintenant, qui imitent de la poterie ou qui imitent. Oui, c'est vu ça. C'est vrai que c'est bien, c'est bien. Bon, maintenant, comme on dit, un gros, les tonneaux là, les gros tonneaux, ça fait l'affaire, hein, la gouttière qui tombe dedans et puis voilà. Hein. Il y a ce genre de récipients. Après, il y a les cuves enterrées. Ah. Donc en polyéthylène, donc. Oui, ça. On va parler, c'est un coût. Ah oui, j'allais dire, c'est un coût, ça. C'est un coût. Par contre, elles sont équipées de filtration, de filtration, de pompes. C'est clé en main. Ça fonctionne. Effectivement, c'est pas donné. Voilà, faut être réaliste. Il y a les cuves en béton. Alors, c'est l'inconvénient, c'est très lourd. Par contre, on peut faire des très grosses cuves en béton et après les cuves métalliques. Ouais, mais alors ça, c'est certainement des gros moyens pour pouvoir utiliser l'eau derrière. Parce que je veux dire, si c'est pour seulement arroser le jardin, on n'a pas besoin de tout ça. Maintenant, les cuves enterrées, les grosses cuves enterrées, c'est parce que certainement on boit l'eau ou alors on l'utilise autrement. Je pense, hein. Parce qu'on n'enterre pas une grosse cuve comme ça uniquement pour arroser le jardin. Mais il y a des personnes qui lavent leur voiture tous les week-ends. D'accord. Moi, je suis pas un adepte. Ah oui. Donc qui l'utilisent comme ça. Donc qui utilisent comme ça. Il y a des personnes qui veulent une pelouse verte en plein été. D'accord. Ah oui, voilà. Uniquement, oui. Oui, voilà, c'est un choix. Hein. Oui. À partir du moment où c'est de l'eau de récupération, je veux dire au niveau, comment expliquer, ce n'est pas gênant sur le côté de la nature, parce que c'est de l'eau de toute façon qui se répète, qui est là, qui est récupérée, qui est gratuite. Qui est gratuite, qui n'y a pas de traitement, il n'y a rien, voilà. C'est vrai. Et ça laisse personne, hein, voilà. Donc, effectivement, moi je connais une personne qui a une pelouse verte, été comme hiver. Par contre, effectivement, elle passe de l'eau. Oui. Alors moi j'ai fait différemment, j'ai créé une mare. C'est l'autre solution, c'est créer une mare. Donc il faut de la place bien sûr. Et pour une mare, il y a aussi une sécurité. Elle doit être non accessible par les enfants notamment. Oui. Donc un grillage. Oui. S'il y a une barrière, c'est une barrière, ce qu'on appelle 2 points, c'est-à-dire un enfant ne pourra pas avoir les bras assez grands pour ouvrir les 2 points en même temps. Ah oui. Là, c'est comme une piscine, c'est comme une piscine. D'accord. Voilà. Bon, c'est bien parce qu'il y a des accidents malheureusement, ça peut arriver. Hein. Mais alors cette mare, elle sert. Cette mare, elle sert à quoi? Alors moi la mare, c'est à canard. Voilà, déjà, elle me sert pour les canards. Et tu pompes dedans quand ta main? Donc j'ai une pompe de surface, c'est ce qu'on appelle. Ah d'accord. Parce qu'il y a deux sortes de pompes. Il y a les pompes immergées, donc on peut le mettre notamment dans les citernes, dans les puits. Oui. Et la pompe de surface, et la pompe n'est pas dans l'eau. D'accord. Alors, la pompe de surface généralement est beaucoup plus puissante. Elle a un avantage, c'est qu'elle ne s'arrête que lorsqu'il n'y a plus d'eau, parce qu'elle a un flotteur, s'il y a des flotteurs. Ah, oui. Bon voilà. L'autre. Ça c'est bien. Hein.
Mais dans ton étang, l'eau ne s'évapore pas ou s'en va pas. T'as certainement mis j'ai mis une bâche. Un liner, comme on dit, mais on va parler français. C'est une bâche. C'est une bâche. J'ai creusé. Alors au-dessus d'une certaine surface, je me souviens plus combien c'est. J'en suis pas là. Il faut demander l'autorisation. Mais je crois que on arrive vers les étangs. Ouais. Ah oui. Je crois que c'est 1000 mètres carrés. Ah oui, d'accord. Bon voilà, je suis pas là. Mais comme tu dis, c'est vrai que quand on peut le faire, mais quand on a des enfants, quand on a des petits enfants, c'est vrai que c'est une source de surveillance aussi, hein, parce que il est où, il faut quand même tout ce qu'il faut pour pouvoir. Moi, c'est grillagé, donc il n'y a que les poules et les canards qui ont accès à ça. D'accord. Voilà, et moi éventuellement, mais bon, il faut ouvrir, voilà. Oui, mais toi, ça te permet d'arroser tout ton grand jardin, Monsieur Tomate. Oh. Je suis loin de tout utiliser. C'est une façon d'avoir de l'eau sans arrêt pour les volailles. Oui. Ça attire une certaine flore et faune surtout, puisque les oiseaux viennent boire. Aussi. Les hérissons vont boire. Oui. On a plein de choses. Bon, point négatif, ça attire les moustiques. Oui, mais bon, on est quand même dans une zone où justement, là où tu es, c'est vrai. Hein, de toute façon, s'il n'y aurait pas cette mare, il y en aurait quand même des moustiques. Hein. Oui, c'est assez. Oui. C'est un peu marécageux vers chez moi, effectivement, dans le bas du village. Mais c'est vrai que une mare, c'est vivant parce qu'on voit les oiseaux, il y a toutes sortes de batraciens qui viennent s'installer. C'est une vie. Hein, Ah bah bien sûr. Ouais. Mais bon, il faut de la place. Hein. Je comprends très bien qu'une personne qui a un petit jardin ne va pas s'amuser à faire une mare. Et néanmoins, pour cette mare donc artificielle, il me faut un trop-plein. Parce que s'il pleut énormément, puisque mes gouttières vont dedans. Qu'est-ce que tu appelles alors un trop-plein ? Il faut que l'eau, lorsque la mare est pleine, il faut qu'il y ait un système pour évacuer l'eau. Et ça, c'est fait automatiquement donc ? Donc j'ai relié au circuit des eaux pluviales. Mm-hmm. Donc elle déborde rarement. Oui. C'est assez rare, mais c'est arrivé déjà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là du moment quand il a gelé ? Il y avait de la glace. Il y avait de la glace ? Oui, je regardais. Il y a encore de la glace ce matin. D'accord. C'est pas encore dégelé complètement. Et les canards faisaient du patin. Ça doit être marrant, ça. Les canards allaient sur la glace. Alors, au début, le premier jour, ça les surprend un peu parce qu'il n'y a pas d'eau. Oui, parce que eux, ils vont boire quand même dedans. Hein. Ah oui, t'as pas laissé un trou, t'as pas laissé un petit truc de façon parce que ou alors tu les as alimentés. Je leur mets de l'eau. Autrement. Voilà, tout à fait. Mais alors, en plus, le fait des canards qui vont s'ébrouer dans l'eau, on a déjà parlé, ça ensemence, parce que les canards avec leur fiente ensemencent l'eau, et lorsqu'on arrose, lorsque je plante, parce que j'arrose très peu, j'arrose à la plantation. Donc effectivement, quand j'ai 500 ou 600 pieds ou 800 pieds de tomates, même si je mets... Là c'est bien, la mare elle est asséchée ? Non. Elle est la contenance c'est en dizaines de mètres cubes, ce que j'ai quand même. D'accord. Donc, voilà. Mais effectivement, c'est vrai que les canards, ensemencent, ça fait de l'engrais. Hein, voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Oui. Et même naturellement, de toute façon, puisqu'il y a toujours des poussières qui tombent, des feuilles. Oui. Je l'ai installé il y a 15 ans, je l'ai vidé une fois. Ah oui. Ouais. Mmh. En fin de compte, c'est très peu d'entretien. Lorsqu'il y a un gros volume d'eau, c'est comme dans la nature. Bon, il y a de la vase qui se fait. Hein, oui. Mais comme je pompe, mon système de pompage est au fond, ça évacue la vase avec quand j'arrose. Et le but, c'est que je veux récupérer cette vase pour fertiliser, moi. D'accord. Voilà, donc c'est pratique. Mais il faut de la place, ça c'est une chose. Hein. Et puis je vous dis, il y a quand même, c'est l'histoire des gens qui ne veulent pas les moustiques. Puis de sécurité, ça surtout, il faut... Ah oui, oui. Donc il y a des normes, hein. Un grillage il doit faire minimum 1,20 m, si mes souvenirs sont bons. Oui. Les poteaux qui sont le grillage doivent être tous les 2 mètres. Enfin, on peut faire... Bon, j'ai fait comme ça, mais il y a vraiment des minima. J'ai fait en dessous, je suis au-dessus des minima. Je préfère. D'accord. Et la barrière, c'est carrément un cadenas, donc c'est même pas un 2 points, c'est un cadenas. Alors maintenant, la mare, on récupère l'eau. Sur quel autre point peut-on récupérer aussi l'eau de puits ? Alors, on dit les grands tonneaux, les trucs souterrains, les grosses cuves enterrées. Parce que voilà, j'ai des photos. Là, c'est ce qu'on appelle.
il y a plusieurs choses. Hein. Donc les fameuses colonnes, ce qu'on appelle comme gouttière. Donc il y a un petit système de filtrage tout de même qui enlève les feuilles mortes notamment, ou même parfois des oiseaux qui tombent dans les gouttières. Oui aussi. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, ça peut arriver. Alors effectivement, je crois que les colonnes les plus grandes font, je crois, c'est 600 litres. Pour un petit jardin, ça peut être suffisant. Après, dans les cuves enterrées, ça va jusqu'à, alors je crois qu'il y en a qui vont jusqu'à 10 000 litres. C'est important. Donc il y a tout un système de filtration, pareil, donc qui enlève ce qu'on appelle la première filtration, c'est tous les feuilles, ça s'appelle le dégrillage. Oui. Voilà, ça c'est la première filtration. Après une filtration plus fine pour les particules plus fines. Et si on voulait la consommer, il y a encore une filtration encore plus fine. Alors là, c'est de l'ordre de la nanoparticule pratiquement, qui est arrêtée. On doit mettre des charbons pour voilà, il y a tout un système de filtrage. D'accord. Voilà. Alors, j'ai vécu ça quand j'étais môme, dans la ferme d'été, on était autonome en eau. On avait une citerne de 60 000 litres, 60 mètres cubes, sous les tables, enfin sous la grange et les tables. Oui. Et donc, on était indépendant pour l'eau, mais il y avait un système de filtrage qui était énorme. Avec du sable, avec des gravillons, avec du charbon, de la laine aussi à changer de temps en temps. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est vrai quand il y a une si importante, on va dire, d'eau, on est obligé quand même d'avoir des filtres, des moyens de façon à nettoyer cette eau avant d'arriver dans la cuve. Parce que je te prends l'exemple du simple tonneau, où il y a un oiseau qui tombe dedans et puis l'oiseau il pourrit dedans. Si tu t'occupes pas de temps en temps de renouveler un petit peu ton eau, ça fait que c'est pas bon à boire. Mais bon, tu peux arroser. C'est sûr que tu peux arroser. Tu peux arroser, mais bon, il faut quand même être vigilant là-dessus. Oui. Alors, d'ailleurs, pour les cuves clés en main, ce que j'appelle, elles sont équipées d'un filet anti-moustique. Oui, parce que sinon, ça peut que moisir si c'est en dessous, si c'est pas renouvelé, si l'eau elle est pas renouvelée. Et en plus, la matière doit être noire. D'accord. Si c'est non enterré. Enterré, effectivement, il y a pas de risque. Il y a pas, hormis ce qu'on appelle le trou d'homme, parce qu'on doit avoir accès quand même. Donc, le trou d'homme, oui, quand même. Qui est fermé. Donc, il n'y a pas de souci. Mais plus les cuves sont grandes, bien sûr, plus le devis augmente. Oui, tout à fait, oui. Mais après, il y a une histoire de matériel, parce que pour mettre en place une cuve... Bon, les cuves en polyéthylène ne sont pas très lourdes. Oui. C'est pas compliqué à faire, mais les cuves en béton, c'est déjà autre chose. Métallique aussi. Alors, les cuves en béton ont un avantage, c'est qu'elles font baisser l'acidité de l'eau. Oui. Voilà. Ah, aussi. Il faut le savoir. Mais on n'en voit plus beaucoup. Alors, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se fait donc le mieux, le plus économique, et puis on va dire ce qui nous coûte le moins cher, c'est quoi? C'est les petites cuves. Est-ce qu'il faut mieux prendre des 2-3 petites cuves plutôt qu'une grande, plutôt Alors, le plus économique actuellement, ce sont les fameuses cuves qui font 1000 litres, qui sont dans une palette métallique. Une palette. Ah oui, d'accord. Ça vaut dans les 100 et quelques euros. Ah oui. Il y en a des noires, il y en a des blanches. Alors les blanches ont l'inconvénient de laisser verdir l'eau, parce qu'elles prennent de la lumière. C'est vrai. Pour arroser, c'est pas très grave. Il vaut mieux les prendre en noir. Alors. À ce moment-là, on peut les peindre. Si on en a une blanche, on la peint en noir. Oui, ou on peut mettre une bâche noire dessus. J'ai un voisin qui a mis voilà. Bien sûr. Bah oui. Voilà. Il en a deux. Il a mis il a même plus que ça. Il a fait des poches. Il l'a végétalisé. Des pierres qui poussent tout le tour. Ah oui, d'accord. C'est pas mal. Ouais. Mais c'est vrai que bon, ça c'est le moins cher. Bon, c'est pas très élégant, effectivement, mais on peut très bien la mettre dans un coin le moins visible possible. D'accord. Voilà. Alors, on va laisser le temps justement aux auditeurs de nous appeler. On va rappeler le numéro de téléphone 03 44 75 3000, bien sûr, pour pouvoir bien nous appeler et que Pascal puisse répondre à vos questions si vous en avez. Je pense que vous en avez, parce que là on parle de récupérer l'eau
qui tombe du ciel, hein, l'eau de pluie, hein, amen comme on dit. Hein. Et si vous avez des questions sur autre chose, n'hésitez pas à nous appeler. Voilà. Laure, si tu peux nous passer la petite musique que tu veux, mon petit cadenet, je sais que tu as les mains prises. Ah oui, c'est ça. C'est ça de faire la mamie, hein. On va écouter les femmes avec Franck Michael. Ah, c'est à nous. Oui, bien sûr. Hein. Oui, on est vraiment occupés aujourd'hui. Oui, là, c'est vrai. On voit pas le temps passer. Hein. On voit pas du tout le temps passer. C'est le jardin d'enfant. Et oui, et voilà, c'est comme ça. Alors, merci de vos nombreux appels. Bien sûr, là, on parle de l'eau, avec Pascal Antigny, l'association Cultive ta rue. Et bien sûr, Pascal est là, présent, une fois par mois, tous les derniers mardis de chaque mois. Et là, eh bien, il a envie de parler. Et ça, c'était un petit peu son petit truc, sa petite idée. Hein. C'est de l'eau. C'est de l'eau, c'est du vin. Ah, tu voudras peut-être nous mettre ça, c'est de l'eau, c'est du vin. Avec mon amoureux. Hein. Bah oui, c'est comme ça. Hein. Alors là, l'eau, on récupère l'eau par tous les moyens. Mais il n'y a qu'un seul moyen de la récupérer, c'est l'eau de pluie. On est bien d'accord. Alors, il n'y a que comme ça. Justement, j'ai reçu un SMS. Oui. Pour les puits, on est obligé de déclarer si on utilise même les anciens puits. Voilà. D'accord. Voilà. Et on peut vous imposer de faire des prélèvements pour voir si vous ne polluez pas la nappe. C'est aussi simple que ça. Ah oui. Pourquoi pas, une personne qui utilise son puits, et je ne pense pas qu'elle jette n'importe quoi dedans. Effectivement. La première maison que j'ai eue dans la région, lorsque j'ai acheté cette maison, le puits était plein de tout. Il y avait un cadre de vélo dedans. Ouais. Il y avait plein de choses que j'ai sorties. Voilà. Alors oui, parce que l'eau du puits, je veux dire, descend dans ton puits, mais le puits, il faut quand même qu'il soit propre. Mais même s'il n'est pas propre, c'est quand même de l'eau que tu utilises quand même. Hein. Voilà. Alors, c'est ça aussi. Plus, les puits, sauf si on est sur une nappe, vraiment une nappe ou une source, mais quand c'est par capillaration, plus on l'utilise, mieux il fonctionne. Ah oui, d'accord. Un puits, il faut l'utiliser. Si on l'utilise pas, ça se colmate de toute façon et il faut nettoyer. Hein. Donc tu l'utilisais cette eau pour arroser, je pense, le jardin, pour éventuellement les toilettes, pour la salle de bain, pour tout ça. Ça, on a encore le droit. On a le droit à ça. Alors on peut le faire. Si on pompe dans un puits, il faut déclarer. Ça c'est simple. Et les nouveaux, maintenant, si on fait un forage maintenant, ce qu'on appelle forage, c'est quelque chose qui est très profond, c'est 50 mètres, on peut aller jusqu'à des centaines de mètres. Hein. Oui. Là, c'est carrément, il y a une réglementation qui prévoit un compteur, mais c'est pour une redevance. Alors, actuellement, on peut donc creuser un puits. Forcément, on peut le faire encore. Ça coûte cher, mais il faut le déclarer. Alors maintenant, systématiquement. Ce ne sont plus des puits comme on voyait avant avec une construction. Souvent, c'est un tube, un tube de forage. Carrément un tube. Voilà, souvent. C'est pas les gros, comment on appelle ça. Il y en a aussi encore un système de buse avec des trous. Oui, voilà. Ça existe encore. Ça existe toujours. Oui. Mais maintenant, le plus simple, c'est il y a une société vers Saint-Quentin qui est spécialisée d'ailleurs, qui avec des cubages. D'accord. C'est dans le sol, ça marche. C'est pratique. Hein. Alors, il faut dire quand même que c'est vrai que l'eau, elle est pas loin. Hein. Elle est pas loin, l'eau. Chez moi, les sources sont en semence environ 2 mètres. L'été dernier, au printemps dernier, il y avait beaucoup plus, j'étais à 50 cm au niveau du sol, l'eau. Ah oui, d'accord. Voilà. Nous, à un fer de bêche, on a l'eau ici, à Carlepont. Voilà, oui, c'est ça, oui. C'est un petit peu ça. Oui, tant mieux, c'est bien. Mais, donc, pour faire un forage, ça a un coût. Ah il y a de l'animation ici. Il y a de l'animation. Jardin d'enfants qui s'anime. Oui. Donc ça a un coût parce que il faut autant d'agriculteurs qui va faire un forage pour arroser ses cultures. Lui,
lui, c'est une histoire de rendement, c'est son gagne-pain. Oui. Voilà. Oui. C'est une chose. Mais pour un particulier, faire un forage, à l'heure actuelle, je ne sais pas si on fait encore, mais bon, comme tu dis, on peut, c'est vrai, récupérer l'eau. On peut, oui, c'est ça. Parce que un forage, ça coûte extrêmement cher. Hein. On va être réaliste. Hein. Oui. Ah bah oui, ça coûte cher. J'ai même pas fait chiffrer. Hein, j'aurais pu le faire. Par contre, ce que j'ai fait, je regardais le tarif du mètre cube d'eau potable. Hein. Oui. Pour un contrat de 20 mètres cubes par an, ce qui est très peu, c'est 4,40 € le mètre cube TTC. Et à 120 mètres cubes par an, c'est 3,15 €. C'est pas excessif, parce que bon, effectivement, l'écologie, c'est bien. Mais si vous investissez 30 ou 40 000 € pour avoir votre jardin. Oui, ah oui. C'est très bien, ça fait marcher le commerce. Oui, mais bon. Effectivement, si on peut récupérer, que ce soit avec une cuve qui est quand même moins onéreuse. Oui. Là, par exemple, les cuves en polyéthylène dont on parlait, qui vont aller en gros de 1500 jusqu'à 10 000 litres, pratiquement. Ça a un coût, effectivement, c'est vrai. Oui. Mais en plus, dans certaines conditions, si on respecte certaines normes, donc on utilise l'eau pour les toilettes et autres, on a le droit à des subventions. Voilà, mais il faut que ça se fait par un professionnel, bien sûr, comme toujours. Hein. On peut avoir des subventions. Ça se fait sous dans le cadre des maisons neuves, ça. Mais comme un jardin, comme moi je l'ai fait autre. Par exemple, ce qu'on voit souvent dans les jardins ouvriers autres, on voit des petites cabanes avec des bidons à côté. Notamment, je pense au jardin à Chauny où les jardiniers ont 2 ou 3. Alors c'est des cuves de 200 litres, hein, les cuves bleues là. Et donc ils récupèrent l'eau de pluie de leur petite cabane du jardin. Oui. Bon, je pense que c'est à l'heure actuelle, c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de récupérer l'eau de gouttière. Oui, tout à fait, oui. Faut pas, parce qu'après, c'est vrai que parce que effectivement, moi, la marque que j'ai faite, c'est un coût qui est très modique. Hein. Ah oui. J'ai acheté une bâche de 150 mètres carrés, ça vaut pas une fortune, et le reste, j'ai fait la main à la pioche. Hein. Ah oui, bah voilà, c'est ça. Bon, si on n'a pas la santé ou se moins fatigué, il y a toujours une entreprise pas très loin qui a une petite pelleteuse qui viendra, ou un agriculteur qui est équipé, qui viendra vous faire creuser un peu. Ça coûtera pas une fortune. Et là, c'est de l'ordre, une marque comme ça, avec une bâche, c'est de l'ordre de quelques 200-300 €. Pas plus. Et le moins cher, c'est ça, comme tu dis, c'est de récupérer l'eau dans un tonneau, ou alors dans une grosse cuve blanche là, qui vaut quoi, 170, 100 €, et on le place avec les gouttières. J'en ai 130 €. Oui, voilà. Donc c'est pas excessif. Non, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est ce qui n'a de mieux de. Parce qu'il faut tout de même l'amortir. Hein, si on commence à avoir des installations à 5, 6, 7, 8 000 €. Ah oui. Pour un jardin. Oui, mais là, c'est comme tu dis, c'est beaucoup plus pour les professionnels, pour ceux qui éventuellement qui ont l'utilité de cette eau. Hein. Ou alors dans le cas d'une construction, où dans ce cas-là, on utilise de l'eau aussi, donc pour les toilettes, des choses comme ça. Oui, voilà aussi. Pourquoi pas. Mais sinon, effectivement, c'est vrai que pour le jardin, pour le commun des mortels, moi j'ai un jardin qui est déjà grand. J'utilise pas beaucoup d'eau, effectivement, mais je peux comprendre. C'est l'eau de. C'est l'eau de pluie. Quand il pleut, voilà. C'est merci, mais bon, et on est quand même dans on va dire, un endroit où les cultures, elles prennent ce qu'on leur donne. Hein. Naturellement. Oui, tout à fait. Ça, et moi, je pense que voilà, c'est ce qu'il faut faire. Justement, cette semaine, j'ai été contacté par une personne qui bonjour François d'ailleurs, s'il écoute, qui fait des calculs savants. Ça, c'est très savant ce qu'il a fait. Sur ce que consommait une tomate dans un tunnel. Alors, il a calculé les expositions, les altitudes, des tas de choses, des tas de paramètres. Et il arrivait donc effectivement, lui, dans sa région, donc dans le centre de la France, vraiment à un gros litrage. Et je dis, moi, mon problème, c'est plutôt de me battre. Je ne veux pas arroser, je ne l'arrose pas. De toute façon, l'eau est tellement peu profonde chez nous, les plantes. Bon, bien sûr, les pommes de terre, les carottes, mais la tomate ou tout ce qui est un système, les arbustes vont chercher. Ah oui. Voilà. Oui, exactement,
donc je pense que pour la plupart des jardiniers ici, la réserve d'eau de gouttières, ça va être pour les semis. Oui. Donc semis de carottes, tous les semis qu'on arrose au départ. Oui. Mais après, c'est... Puis c'est la nature, hein, c'est tout, la nature est faite comme ça. Mes carottes, une fois qu'elles ont mis le feuillage, je les arrose au niveau du semis, après je n'arrose plus. Tout à fait. Hein. Elles sont beaucoup plus longues, je pense qu'elles vont chercher. Oui. Voilà. Et l'eau, elle est pas loin. Oui. Dire, hein, faire de bêche, on a l'eau. Chez nous, oui, c'est dans la région, ça va. Oui. Alors, il faut voir le côté, de toute façon, l'écologie coûte cher, on l'a vu, non. Oui. Moi, j'ai installé une chaudière à bois ultra perfectionnée. On m'a dit, mais t'es fou, t'as vu ce que ça vaut? Je dis oui, ce que ça vaut, parce que je voulais faire dans l'écologie. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Jamais je l'ai rentabilisé. C'est vrai ce que tu dis. C'est un choix. Voilà. On sait très bien qu'on a un patrimoine qui est la nature, qui est la terre et tout. Chacun fait ce qu'il veut. Ça ne devrait même pas être comme ça d'ailleurs. Mais je pense que effectivement, si on peut le faire, il faut donner à cette nature et préserver ce patrimoine. Oui. C'est une chose. Hein. Voilà. Bon, puis après, pour économiser l'eau, il y a plein de techniques. Je veux dire, c'est baisser la pression, par exemple, sur les robinets maintenant. Oui, il y a ça aussi. Oui, c'est vrai. Au jardin, on paille. Justement, j'ai reçu un SMS de Benjamin. Oui. Benjamin, tu peux nous appeler si tu veux. Hein. L'antenne est ouverte. Alors, Benjamin va nous parler certainement de la formule de l'eau. Oui, de récupérer. Alors, c'est vrai ce qu'on dit, un robinet qui fuit avec au compte-gouttes, ça fait au bout de temps de comment on va dire de jours, ça fait quand même pas mal. Je crois on estime à 30 mètres cubes par an. Eh ben oui. Hein. Donc c'est vrai que il faut faire attention à tout. Hein, et puis quand on ouvre le robinet et pour nettoyer une cuillère ou un truc, c'est vrai que maintenant on prend le système, il faut le faire, de refermer tout de suite, de pas laisser l'eau couler pour rien. Je connais j'ai un ami qui a les moyens pourtant, comme il dit, lorsqu'il voit les gens qui laissent couler l'eau lorsqu'il se lave les dents, ça l'insupporte. Il a un gobelet. Oui, c'est vrai. Ça fait vieux jeu. Oui. Vous remplissez votre gobelet d'eau, ou votre verre, et vous lavez les dents avec un gobelet. Si vous laissez couler, c'est 5-6 litres d'eau. Oui, c'est vrai. Ouais. Et on n'est plus dans la même mesure. On est de 250 millilitres ou 200 millilitres, on a 5-6 litres. C'est vrai. S'il y a 4 personnes dans la famille, ou 5, ça va très bien. Bien sûr. Entre le bain et la douche, c'est pareil. Une grande baignoire, c'est 100 litres d'eau avec une personne dedans. Moi, je trouve qu'on devrait se baigner tous dedans. Une baignoire pour 5. Ah oui. Comment ils faisaient avant? Ils se lavaient comme ça. Il y en a un qui, le moins sale, il commence. Moi, c'est ce que je ferais. Le moins sale commencerait à se laver en premier, puis le plus sale en dernier. Ça, c'est une idée. Oui, parce que si vous voyez une baignoire pour chaque. Ouais, et à la maison, j'ai que des filles, croyez-moi, la baignoire. Aïe. Ah ben oui. Là, je pense. Ouais, je pense. C'est bien connu, on le dit. Ouais. Non. Mais alors, un bain, oui, je peux comprendre. C'est vrai que c'est délassant, c'est tout ce qu'on veut. Oui. Mais une douche, au contraire, c'est vivifiant, je trouve. Tout à fait. Voilà, bon. Alors ça, c'est une question de goût aussi. Parce qu'une douche, c'est 20 litres d'eau environ. Oui, tout à fait. À peu près. Oui. Voilà. Mais après, on est face à soi où on veut vraiment préserver la nature. Donc, effectivement, donc au jardin, il y a plein. Arroser énormément, ça sert à quoi? Vous avez une plante qui va pas développer de système racinaire. Éventuellement, on peut développer des maladies avec l'humidité qui est stagnante. Bon, là, par exemple, j'ai sous tunnel, j'avais semé de la mâche en alvéole. Elle pousse cette mâche? Oui, je sais que le mois dernier, vous étiez venu avec un petit truc avec dans un petit gobelet, un petit godet, des petites. Là, ça doit pousser. Alors sans arroser ou pas? Si. Donc je les ai pas arrosés. Non. Je retrouve la photo tout à l'heure. J'ai pas arrosé du tout. Et franchement. Ça pose pas de problème. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc c'est bon. Effectivement, il y a quand même des plantes. Une laitue aura plus d'eau. Un chou-fleur va demander quand même de l'eau. Oui. Mais il faut pas trop lui. Point trop n'en faut, comme on dit. Ça sert à rien. La plante. Le goutte à goutte est bon. Le goutte à goutte, c'est une façon d'économiser effectivement. Parce que c'est. Comment expliquer? Si vous avez un chat, vous le nourrissez. Oui. Il n'ira pas chasser les souris. Oui, c'est vrai.
Et si vous ne les laissez plus, il va venir chercher, il va les chasser. Il va les chasser. Il va les chasser. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, la plante, c'est pareil. Si vous l'arrosez, qu'elle n'a pas besoin de chercher, elle va rester en surface. Elle va rester très fainéante, elle va rester en surface. Par contre, si vous partez une semaine en vacances, il y a un stress hydrique, et là, va souffrir. Ah oui. Donc, vos laitues vont monter, les choux-fleurs vont, pareil, vont se développer. Donc, vaut mieux habituer la plante à le faire le moins possible. Elle se débrouille avec. Elle gère. La plante va gérer, de toute façon. Voilà, c'est comme ça, c'est la nature. Hein. Alors, de toute façon, quand on regarde les consommations d'eau, je me suis penché un peu, c'est assez technique, on va pas rentrer là-dedans, mais au jardin, il y a 150 ans, on n'arrosait pratiquement pas. On arrosait très peu, à la plantation. Au goulot, comme on dit, on arrose quand on repique les salades et autres. Point final. Oui, c'est vrai. Voilà, et après, ça se débrouille, c'est tout. En plus, il faut être sage quelque part, parce que effectivement, si on veut faire pousser des tournesols dans le sud de la France, c'est bien, il faut l'arroser. Oui. Voilà, mais il y a des plantes, chaque plante. Il y a des régions, voilà, c'est comme mettre un dattier ici, c'est pas, même s'il y a le réchauffement de la planète, on n'est pas encore au point d'avoir des dattiers chez nous, quoi. Ah oui, c'est un petit peu comme les mandarines, c'est un petit peu comme les citronniers, c'est pas le climat pour ça. Hein. Donc il faut respecter, et qui plus est une plante qui, par exemple, on va prendre un cas simple, la salade. Si vous récupérez des graines de vos salades qui est depuis des générations dans la région, elle s'adapte au climat. C'est aussi simple que ça. Vous voulez mettre un olivier, quoique maintenant des oliviers qui tiennent au froid jusqu'à moins 10, moins 20. Ça gèle, hein. Ça gèle. Comme les mimosas, maintenant, il y a une race de mimosa qui gèle moins que l'autre, qui a été transformée et autre. Mais c'est pas chez nous. Les mimosas, c'est pas ici, hein. C'est pas chez nous, hein. Voilà. Ouais. Non, mais là, je suis tout à fait d'accord. Hein. On laisse la nature faire, la nature pousser. Voilà, c'est comme si vous voulez faire des endives sur la Côte d'Azur, ça marchera moins bien. L'endive, c'est chez nous, c'est dans le Nord. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Comme la patate. Hein. Voilà. La patate, c'est chez nous aussi. Enfin, quoique, si, on fait de la patate aussi. On fait moins facilement. On fait de la betterave, on fait toutes ces choses-là. C'est ici, c'est chez nous. Hein. Oui, justement, j'étais hier soir par mail avec un Canadien qui est un spécialiste de la biodiversité, et il me disait, la Picardie, Pascal, depuis des décades, est-ce qu'il parle comme ça? Oui. Depuis des décades, c'est une terre à patates chez toi. Oui. C'est vrai qu'ici, c'est, voilà. Mais, c'est comme le maïs. Le maïs, si on veut le faire dans une région très aride, c'est un non-sens. Il faut l'arroser. Je sais que maintenant, avec l'industrie, on essaie de repousser les limites de plus en plus. Mais nous, les jardiniers amateurs, on n'a pas besoin de ça. D'accord. C'est faire des études de région, par exemple. D'ailleurs, il y a... c'est sur les rails, c'est en train de se faire une jeune femme qui est en train de faire en train de recenser toutes les vieilles variétés de légumes de la région, Picardie, nord de la France. Bon, il y a déjà un conservatoire, plus ou moins, qui existe. Hein. Oui. Mais elle veut vulgariser, c'est distribuer. Donc, il y a certainement un site sur ce truc-là, de façon qu'on puisse. Oui, tout à fait. Sans construction, ce qu'elle est en train de faire, mais c'est bien parce qu'effectivement, donc elle s'adresse à souvent des personnes plus ou moins âgées qui ont un. Ah oui. Moi, mon grand-père, la gotte d'or, la gotte, il a cultivé depuis. J'ai toujours vu cette salade, moi. Par exemple, elle marche très bien, effectivement, ça ne fera pas une salade comme les gros cultivars maintenant, qui sont des hybrides, qui sont magnifiques, qui sont... Alors, comment elle s'y prend pour, justement, pouvoir recenser toutes ces vieilles graines, on va dire, elle va voir les personnes et puis elle leur demande, non? Il y a beaucoup de recherches, sur ce qui a été écrit, hein, jusqu'en 1880 notamment, Villemorin était, je vais le citer, je ne devrais pas, mais Villemorin avait une Bible, où on retrouve encore, et donc il faut s'adresser après aux jardiniers, elle va avoir des jardiniers. Oui. Les anciens jardiniers, remonter un petit peu. Moi, c'est vrai, quand on a un grand-père, une grand-mère, aux arrière-grands-pères, c'est vrai, quand on jardinier ou amateur même en tant qu'amateur, on peut avoir beaucoup de, on va dire, des instructions, des petits trucs, astuces que l'on peut récupérer à droite et à gauche.
Alors, oui, d'une part, parce que c'est vrai qu'à certaines époques, on se débrouillait avec ce qu'on avait en local. Oui. Voilà, mais... On construisait avec du matériau local, on faisait tout avec du local. Mais de toute façon, les vieux jardiniers, ou les moins vieux, enfin ou les plus jeunes, comme on veut, il y a vraiment une source extraordinaire. Je recherchais, moi, une variété de tomates qui s'appelle Mystère Berthier. Introuvable. C'est vraiment introuvable. Je sais que ça existe. Et puis, j'ai contacté quelqu'un en Provence qui m'a dit « Ah, mais attends, je connais un vieux de la vieille. Oh là, c'est pas un mercenaire, mais c'est un mec, il est contre tout, mais... ouais, lui, il a ça. » Ah, il a ça, oui, d'accord. Lui, il a le Mystère Berthier, j'ai dit « J'en suis sûr. » Puis, il en a une autre, elle s'appelle, je sais pas comment... Elle s'appelle, il dit, je crois que c'est Jonquois. Ah, mais ça s'appelle la Belle de Jonquois. Ah, il me dit, c'est ça. C'est introuvable. Oui, alors. Chez les grainetiers, c'est introuvable. Ah, d'accord, voilà. Et donc, c'est un groupe d'autonomistes à la frontière franco-italienne qui entretiennent ces variétés depuis toujours. Je les ai contactés et j'ai les deux variétés. Ah, dis donc, voilà, ça c'est bien, ça. Ah, oui. C'est introuvable. Ou alors que par ces... bon, j'aime bien ce qu'ils sont donné un nom. Alors, ils sont donné leur nom, ça s'appelle le potager d'un jardinier curieux. C'est rigolo, je trouve. Mais on trouve que c'est ces gens-là, et donc ça sert local. Ailleurs, c'est un trou. Donc, le vrai nom de cette tomate, c'est la Gigondas Belle de Jonquois. Alors, pour une simple raison, c'est que la Gigondas, pour qu'elle est cultivée à Gigondas, où il y a du très bon vin. Oui, ah oui, voilà. D'accord, Gigondas. Oui. Et donc, le grand-père de la personne par qui je l'ai eu avait une fille qui s'appelait... Donc, leur domaine s'appelait Jonquois, et sa fille s'appelait Belle. Donc, il l'appelait Belle de Jonquois, Gigondas Belle de Jonquois. Ah, et c'est introuvable. Des fois, on se demande pourquoi ils ont des noms assez, pas bizarres, mais des noms qui fait que, c'est le nom de telle ou telle fleur ou telle tomate ou telle, et puis. Ou un prénom, souvent les gens qui créent une variété ou qui en découvrent une, parce que parfois la nature fait des croisements. Oui. Malgré nous, d'ailleurs, c'est le meilleur breeder, la nature est le meilleur breeder. Et oui, souvent les gens mettent le prénom de la fille ou du fils. Oui, c'est vrai. D'une personne très chère, du moins, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai, on en voit. Moi, je vois les variétés qui passent. Ou alors, parfois, s'il y a plusieurs enfants, c'est les initiales bout à bout. Oui. Il y a une qui s'appelle Espol, une variété que je connais, ça correspond aux particules de 3 prénoms. C'est vrai. Voilà, c'est génial. Et donc tous ces gens-là, donc les anciens, ont toutes leurs à une époque, on a fait l'économie de toute façon, donc on a économisé l'eau et on a économisé plein de choses. Et c'est vrai que comme le rappelait Benjamin, le paillage est une façon d'économiser l'eau, effectivement. Déjà. On paille, oui, c'est vrai. On peut pailler, il y a 1000 façons de pailler. Ça peut être avec du BRF, donc du bois raméal fragmenté. Ça peut être avec de la paille, ça peut être avec du fumier, ça peut être avec des feuilles, ça peut être avec... Aussi, oui, c'est vrai. Je trouve que c'est très onéreux, moi. Je trouve que c'est luxueux. Oui, parce que ça coûte cher, la toile de jute. L'avantage, c'est lorsqu'on l'arrose, elle reste fraîche. Elle retient l'eau. Oui. Alors, le plus avantageux, c'est quoi? C'est des copeaux de bois, c'est quoi pour... Ou alors la paille, c'est ce qui coûte. Le plus avantageux, c'est ce que vous avez chez vous. C'est ce qu'on a chez vous, oui, tout à fait. Oui, carton, paille, toutes ces choses-là que l'on peut mettre. Des feuilles mortes. Oui, alors c'est vrai ce que tu dis, Pascal. C'est vrai que ce qu'on trouve chez nous, c'est vrai que c'est malheureux quand même d'aller acheter toutes des choses qui fait que pour éventuellement économiser l'eau. Je veux dire par là, maintenant, comment ils faisaient nos grands-pères? Avec quoi? Les anciens, ils récupéraient quoi? Ils faisaient avec tout ce qu'ils avaient. Par contre, je me rappelle pas mon grand-père comment il faisait. Je pense que ça devait être de la paille. Qui mettait souvent à l'époque de la paille ou du fumier qui fait que ça mettait des couches. Oui, c'est l'idéal. Oui, je pense. En plus, tous ces matériaux, puisqu'ils pourrissent, faut dire ce qu'il est, alimentent le sol, les vers de terre les intègrent au sol. Oui. Mais ça c'est. Je pense que c'est encore le mieux, ça.
Pour économiser, oui, certainement. Ça, c'est une des formes d'économie. Ouais. Voilà, ça, c'est sûr et certain. Par exemple, vous plantez des choux, vous les arrosez bien. 15 jours après, ils sont bien repris. Vous arrosez une dernière fois, vous paillez, ils vont se débrouiller. D'accord. Voilà. Ouais. Il faut pailler. Alors, d'une part, il faut pailler sur un sol chaud, parce que si vous paillez au mois de mars, que le sol est froid, il va rester froid dessous. D'accord. Donc, il faut pailler une fois que le sol est en bonne température. Oui, au mois d'avril, alors. Mais avril, bon, ou peut-être avant, quand là, même. par exemple, moi, j'avais le paillage que j'ai mis sur les tomates dehors. Je vais l'enlever maintenant. Je l'ai laissé tout l'hiver. D'une part, les vers de terre, on fait l'industrie du vers de terre. Ils ont fait leur petit truc. Ils en transformé beaucoup. Il en reste encore. Et là, au mois de mars, je vais les enlever pour que la terre chauffe. D'accord. Avant de planter ou semer quelque chose. Ce qui reste, je vais l'enlever. Parce que la terre reste froide dessous sinon. Et humide aussi. Oui, c'est vrai que l'humidité, elle est là. Hein. Donc, vous plantez vos choux, je vous dis, par chou, ça peut être des salades, vous paillez, et puis ça reste frais. Donc, c'est une façon d'économiser l'eau. Oui. Voilà. Donc, effectivement, si... J'ai vu des jardins où c'est très arrosé, hein. C'est beau, c'est vrai que c'est beau. Hein. Oui, mais bon... Est-ce que c'est meilleur? Non, parce que de toute façon, les légumes, je sais pas, les carottes, si elles ont beaucoup d'eau, de toute façon, elles n'ont pas beaucoup de goût parce que elles ne font pas de sucre, elles ont que de l'eau. Oui. Les tomates, c'est pareil. Les salades, ça se sent peut-être un peu moins, mais effectivement, quand il y a trop d'eau, ça fait des gros légumes, des gros fruits, mais qui n'ont pas de goût. Alors maintenant, tout ça, ça dépend aussi des variétés, parce que, comme vous dites, c'est vrai que y a des variétés qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres, et puis d'autres variétés, comme on dit, c'est de l'herbe sauvage, hein, c'est du truc sauvage, c'est un petit peu comme les arbustes, je prends le principe, vous avez des arbustes qui sont beaucoup plus costauds que d'autres, qui vont, la première année, ils vont geler, alors que d'autres, vont passer tout l'hiver, c'est un petit peu ça. Donc moi je pense que dans tout ce qui est fruits, légumes, il me semble que il y a des variétés qui sont beaucoup plus on va dire qui passent mieux chez nous que d'autres variétés. Ah oui, et ça il faut les connaître aussi. C'est de toutes ces que ce soit dans les carottes, dans les poireaux, dans les salades, il y a des variétés qui sont plus solides que d'autres. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Puis après il y a des variétés qui sont adaptées à certaines saisons. Voilà. Par exemple, chez nous le poireau, j'ai essayé, il y en a un qui s'appelle le jaune du Poitou. Donc c'est un poireau qui est un poireau d'été, qui est très connu. Enfin, c'est très ancien dans le Poitou. Chez nous, il n'est pas très adapté, quoi. Voilà. Vous prenez un bleu de Solèze, oui, ou un poireau de Liège, donc c'est vraiment il est habitué au froid, il va s'en sortir. Eh ben voilà, c'est ça qui. Alors là, d'où est aussi de savoir un petit peu ce genre de choses. Hein. C'est vrai que éventuellement, ça éviterait de faire des erreurs aussi sur certaines semences. Hein. On sait que celui-ci il va bien s'en sortir, que l'autre il va être un petit peu plus fragile. Oui, bien sûr. Je connais quelqu'un qui cultive du raisin sous serre dans la région. Sous serre. Il a un grand tunnel, il a 3 treilles dessous. Je dis oui, c'est bien. C'est bien. Oui, mais bon. C'est un plaisir. Oui, c'est vrai. Oui. C'est son plaisir, c'est bien. Mais bon, quoi qu'à Lens, il y avait de la vigne. Oui. À l'époque, des ecclésiastiques où Lens était très puissant au niveau... comme Noyon d'ailleurs. Mais on peut dire que c'est peut-être de la culture forcée, non? À l'époque, non, mais le vin n'était pas très bon. Oui. Non, mais là même... Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais on peut toujours... les carottes, par exemple, ici, ce qui va très bien, vous avez la Saint-Valéry, pourquoi? Parce que elle est habituée, c'est la région de Saint-Valéry. La carotte de Tilque, qui est encore plus au nord, on fait des carottes qui viennent... oui, c'est bien, voilà, c'est ça un petit peu. 30 cm, voilà. Oui. Dans la région de Corlève, la Longlisse de Meaux viendra très bien aussi, la Colmar viendra très bien aussi, parce que ce sont des vieilles variétés. Voilà, c'est ça un petit peu. Alors, elles ont un défaut, c'est qu'elles viennent très grosses. Alors, la mode actuellement plutôt légumes un peu plus... Svels. light. Oui. Voilà, parce que une carotte de Tilque ou une carotte de Colmar, 1 kilo, c'est pas exceptionnel. Même les légumes, ils s'y mettent. Voilà. Si vous prenez les vieilles races de choux alsaciennes, c'est 5-6 kilos, une tête de chou. Donc, non, c'est vraiment le beau gros chou. Voilà. Et vous allez maintenant sur les catalogues de semenciers qui font des légumes nouveaux.
Le chou, c'est 800 grammes. Voilà, c'est beau, hein, c'est magnifique, c'est bien rond, c'est magnifique. Mais oui, mais c'est comme ça, c'est une variété. Il n'y a rien à manger dedans, enfin, quoique. C'est 5-6 kilos, c'est gros quand même. Oui, c'est vrai. Alors, il faudra entre les deux. Oui, il faut entre les deux, voilà. Mais si vous ne l'arrosez pas au-dessous de 5-6 kilos, il va peut-être faire que 2-3 kilos. Et ça vous suffira. Oui. Ah oui. Voilà. Mais c'est vrai que on est tous. Moi, j'ai fait ces erreurs de vouloir cultiver dans la région des choses qui n'étaient pas d'ici. Bon, j'ai arrêté, quoi. Je pense qu'on l'a tous fait. Hein. On appelle ça des expériences, hein, un petit peu. Mais c'est vrai qu'on a tous fait. Hein. Des expériences malheureuses, enrichissantes. Oui, voilà. C'est tout. Oui, c'est. Et je trouve que c'est bien parce que justement, l'année prochaine, on se dit non, je vais pas faire ça. Par contre, je vais pas le mettre là, mais je vais le mettre là-bas parce que là, il a pas trop bien poussé, donc je vais mettre un petit peu l'autre côté. Voilà, c'est un petit peu ça qui fait que. Ça, oui. De toute façon, dans mon jardin, les beaux poireaux, je sais que dans 2 ans, j'avais un endroit et j'en ai trouvé un autre l'an dernier. Voilà. Ailleurs, ils sont beaucoup moins beaux. Ah oui. Pourquoi? Je sais pas. Ouais. Aussi, il faudrait que je fasse analyser, mais comme je suis pas là-dedans. C'est peut-être la terre, c'est peut-être le soleil, c'est peut-être c'est ça, le climat, la température, il a fait beau, il y a toutes ces choses. Hein. Mais c'est vrai je pense qu'il faudrait tout de même privilégier les variétés locales. Oui, moi je pense. D'ailleurs, on le voit avec les AMAP qui se développent et tout ça. Je suis un fervent défenseur de ce genre de commerce parce que ce sont des producteurs en local. Il n'y a pas de transport, donc pas de pollution, moins possible de transport, moins de pollution possible, moins d'intermédiaires possible. Donc ça fait vivre directement le producteur. Bien sûr. Et on a des. Je ne pense pas qu'une personne un maraîcher, quel qu'il soit, arrache ses carottes. Des semaines à l'avance, je pense qu'il le fait en allant. En allant, comme on dit, voilà. Et ça me paraît logique, parce qu'il a pas. Et puis il n'y a pas de transport surtout. Voilà, oui, c'est ce qu'il faut. Mais ça, c'est un choix. Hein. Et tout ça, ça fait partie ça contribue justement à sauvegarder un peu notre patrimoine, parce qu'effectivement, vous me direz, je mange des oranges, c'est vrai. Je les fais venir de la région de Bordeaux, j'ai un copain qui en cultive là-bas, et il m'envoie voilà. Ça vient de Bordeaux. Caisse d'orange. Voilà, c'est tout. Alors, parce qu'en France, dans le sud de la France, on peut avoir quand même des agrumes, relativement facilement. D'accord. Alors là, pour en revenir aux graines locales, il y a peut-être un site, il y a peut-être quelque chose où justement on pourrait, parce que du local, c'est vrai que... Je sais qu'il y a un conservatoire dans le Pas-de-Calais. Alors, c'est graines de quelque chose. Mais je ne sais pas comment ils fonctionnent. Je n'ai pas du tout en contact avec eux. Je sais que ça existe. Et donc, il y a cette initiative qui est en cours de route, là, où on est en train de recenser des légumes, des variétés anciennes qui sont de la région. Et ça c'est en train de... C'est sur pied. Ça va se faire de plus en plus, de toute façon, pour aller chercher les graines du coin, quoi. Oui, parce que par exemple, avec Picardie Nature, je les cite, parce que oui. je les connais, je sais comment ils fonctionnent. C'est des gens qui font ce qu'ils disent, c'est bien ça. Picardie Nature. Donc ils ont certainement un site. On a vu, Picardie Nature, oui, c'est une association qui est très connue dans la région. Et, alors en ce moment ils ont les graines. Il y a une grainothèque et donc à la fête des légumes anciens de Recours Saint-Martin, il y a ce qu'on appelle le coffre à graines. D'accord. Et vous pouvez déposer vos graines que vous avez faites et en prendre d'autres. Ah, ça c'est bien, c'est un échange. Et donc moi j'ai vu un jeune qui était avec des haricots. C'était une vieille haricot rose, une vieille variété qui existe depuis la nuit des temps. Et c'est super parce qu'il a apporté très peu, mais le peu qu'il a apporté, après c'est aux gens de reproduire. Voilà. C'est bien ce système d'échange quand même. Oui, tout à fait. Puis en plus là, c'est je donne, je prends. Oui. Voilà. Mais il y a plein d'initiatives dans toute la France dans ce genre-là. Ça c'est. Ah oui. Franchement, il y a un bouillon de culture qui est lancé. C'est vrai que tu as raison, Pascal, de commencer à dire intéressez-vous un petit peu à vos graines, intéressez-vous un petit peu déjà de commencer à préparer le sol, parce que on est déjà au mois de janvier, février, mars. Allez, dans 1 mois, 2 mois, ça y est, c'est parti, tranquille.
Dès février, sous surcouche, on peut se mettre déjà. Alors, parce que la première chose que font souvent les jardiniers, ce sont les radis à forcer. Les radis à forcer, oui. Donc, on les fait sur couche, une couche chaude. Une couche chaude, on va aller très rapidement. Oui. Il faut faire un châssis en bois ou en brique ou peu importe. L'idéal, c'est de faire un trou dans le sol, creuser 40 cm, mettre le fumier frais, le tasser, l'arroser, mettre 10 cm de terre dessus, et faire un coffre avec des planches dessus, de 20 ou 30 cm, puis dessus une plaque ou de verre ou comment ça s'appelle, de polycarbonate. Oui. Voilà. Par contre, il faut aérer. Parce que le moindre coup de soleil, la température peut monter et tout brûler. Et il n'y a plus rien. Oui, ça va très vite. Et là, ce qui nous permet d'avoir des radis si on commence là, on a des radis dans 15 jours. 8 jours. Il y a les radis de 21 jours, ce qu'on appelle, de 3 semaines. Alors, moi, franchement, ou alors je sais pas, d'une part, c'est vrai, avec les radis, c'est pas ce que je réussis le mieux. Je n'ai jamais réussi à en faire en 21 jours. Non, moi non plus. Moi non plus. L'an dernier, j'en ai fait en caisse de polystyrène, donc sur du fumier chaud, je mets plus de 21 jours. Ils étaient là tout de même. Oui, surtout dans les caisses. Et c'est vrai que les caisses de polystyrène, ça c'est bien aussi, ça. Parce que ça tient bien chaud, ça tient bien la chaleur. Ça protège surtout du froid extérieur. Ça, ça c'est vrai que pas trop, c'est une bonne idée. Parce que là, donc, maintenant, on va pouvoir semer les premières salades en février, les choux-fleurs aussi, pourquoi pas. Oui. Déjà, semer, oui. Le chou-fleur et le chou, c'est une culture de 5 mois. Oui. C'est très long. Donc, et bien à l'abri et bien sûr protégé. C'est vraiment sur couche chaude. Oui. Les poireaux, en février, on peut commencer. Oui. Tout à fait, ça c'est une chose. Alors après, on peut dire qu'on va pouvoir. J'en connais moi qui risquent les pommes de terre en février tous les ans. Qui quoi? Qui plantent des pommes de terre tous les ans en février. Alors ça c'est un peu trop tôt, mais bon. Moi, je trouve que c'est tôt. Maintenant, ils réussissent. Ah oui. Mais ils sont tous les jours dessus. Ils dorment avec leurs pommes de terre. Je bâche, je débat. Mais je m'en doute. C'est un choix. Oui, c'est un choix. Mais belles pommes de terre. Mais c'est vrai que les premières pommes de terre, quand même. Ah là là, on les appréciait quand même. C'est vrai. Avec des petits pois. C'est pareil, en février, on va pouvoir semer les petits pois. On sème. Lisses. On sème. La graine lisse. Alors, parce qu'il y a le grain ridé que l'on sème beaucoup plus sur l'été. D'accord, là c'est pareil, c'est une question de variété pour faire tous les semences. Oui, donc le petit pois à grain lisse, on va pouvoir le semer en février, on peut commencer à semer déjà. D'accord. Sans problème. Certains, alors moi l'ail oignon pour moi c'est mars. Alors j'ai un terrain difficile, donc je peux me baser. Mais en février, on peut commencer à planter l'ail de printemps. D'accord. Février, il n'y a pas de problème. Échalotes aussi. Ça c'est au mois de mars, les échalotes, l'ail. Oignons, pour moi, oui. Mais effectivement, certains le font en février. Si vous avez un terrain qui s'y prête, qui est bien ressuyé, on peut le faire, pas de problème. Oui. Bon, ce que je préconise quand même, c'est surtout pour l'ail, c'est de la planter sur des petites buttes de 10 cm de haut. D'accord. Comme ça, elle ne stagne, il n'y a pas d'humidité. Ah oui, ça c'est un petit conseil, un bon petit conseil de Pascal. Parce que s'il pleut beaucoup, l'ail et l'humidité, c'est pas. Oui. Ça fait pas bon ménage. On peut déjà commencer à faire ça. Bien. En plus, c'est facile à faire. C'est la petite butte avec un râteau. 10 cm de haut. Mais abrité quand même. L'ail, c'est. On peut le faire dehors complètement. Complètement. L'ail, on fait dehors. L'ail, petit pois, on fait dehors. Sur châssis chauffant, ça va être, sous châssis chauffant, ça va être les radis, les salades, les choux, les poireaux. Il y a des gens qui ont déjà semé des tomates. J'en connais. Oui, mais bon, c'est tout. C'est leur tomate, c'est leur patate. Alors, ce qu'on peut semer, ce qui est très très long en végétation à venir, c'est les aubergines et les poivrons. Les aubergines. Et c'est très très long. Donc, on peut les semer, mais alors à l'intérieur, ce qu'il faut. Le poivron, et le piment, sa température de germination, c'est 25-28 degrés. Donc, c'est carrément sur un radiateur. Ah oui. Si vous voulez vraiment avoir une germination rapide et qu'elle soit égale, quoi. Oui. Voilà. Là, c'est vraiment qu'on va dire pas le jardinier amateur, mais vraiment le jardinier qui est vraiment
qui aime bien, hein, qui est vraiment qui aime bien, qui fait tout des expériences, ou alors parce que ou alors qu'il n'a que ça à faire. Hein. C'est vrai que non, mais je veux dire par là, c'est une activité. Voilà, c'est sa propre activité. Hein, ce qui fait ça lui fait plaisir de faire ça. Ah oui. Mais on peut tout faire. Il faut se donner les moyens de le faire. Dites-nous, hein, auditeurs, si vous êtes en train de faire ce que Pascal est en train de dire là, dites-nous comment vous faites déjà votre petit potager, votre petit jardin. Je pense que la plupart des gens de notre région sont plutôt à construire des planches, savoir où on va planter, semer, organiser le jardin, ce qu'on appelle souvent. Organiser. Bon, les semences de graines, les commandes sont passées, ça doit être fait, je pense, maintenant. Oui. Moi, je vais faire ma commande. Voilà. Je vais commencer à faire ma petite commande. Elle arrive demain, j'ai reçu un mail. C'est vrai. Ça arrive demain. Ah bon? Voilà. Et puis, si par contre, ce que je commence très tôt, moi, c'est les semis, c'est les pommes de terre de semis que je fais. Oui. Donc, on est 3 en France à faire ça. On sème des graines de pommes de terre, non pas des tubercules, on les plante pas. Alors là, par contre, j'aimerais bien voir une semence de pommes de terre, ça va être... c'est minuscule, c'est tout petit. C'est minuscule. C'est minuscule, ouais, c'est minuscule. Je pense que ça doit être une toute petite perdicule, ou comment c'est qu'on appelle ça? Toute petite graine. Non, c'est pas, non, c'est carrément des graines, hein. C'est des graines. La fleur de pomme de terre, qui fait des grosses boules, on la passe dans un moulin à café, généralement, chose comme ça. Ah oui. Au blender, et puis on lave les graines, c'est minuscule. Et moi, je les sème, je les plante sur 2 ans. Et d'ailleurs, j'expérimente actuellement. Cette nuit, j'écrivais aux États-Unis avec un groupe qui s'appelle Kermosha, donc qui fait ce genre de pommes de terre de semis. Et ça, il faut bien savoir que toutes les pommes de terre que l'on voit dans les tubercules, les variétés que l'on voit dans le commerce, oui. les créateurs de pommes de terre les font comme ça avec les graines. Oui, ils hybrident avec les pollens. Faut pas. Voilà, c'est pour ça que c'est très très long. D'ailleurs, c'est pour ça que le plant de pomme de terre est très cher d'ailleurs, parce que c'est très long à créer. D'une part, ils ont le royalties, ce qui est normal aussi. La personne qui crée quelque chose mérite un salaire, c'est logique. Hein, oui, c'est lui qui l'a créé, bien sûr. Ouais. C'est très long. Et effectivement, lorsqu'on vous vend après un tubercule, vous pouvez le reproduire à l'infini. C'est comme les haricots verts. Les haricots verts, les graines des semences sont très chères. C'est vrai. Mais quand vous achetez des graines de haricots verts, vous en semez, vous laissez 2-3 poquets sans les cueillir, vous gardez les graines, vous semez les d'après, vous aurez les mêmes. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, là, effectivement, il n'y a plus de royalties qui rentrent. Donc, c'est pour ça qu'il se rattrape là-dessus. Ça, c'est clair. D'accord. Et c'est très long à créer. C'est très, très long à créer. Des années. Ouais, je suis pas la pomme de terre, c'est des années, c'est sûr. La tomate, c'est 7 ans, parce que je travaille dessus, donc je sais que c'est 7 ans. Oui. Voilà, hein. C'est long, mais c'est court, mais c'est long quand même. Hein. C'est un investissement qui est très très long. Est-ce qu'en plus, est-ce que ça va plaire au public? Oui. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que c'est vendable? Est-ce qu'elle va être bonne déjà? Est-ce qu'elle va être fragile? C'est ça. Il y a, en fin de compte, il y a tout qui est pris en considération. Voilà. Hein. On ne sait que lorsqu'on a vraiment la bête. Hein. Oui. Voilà. Et ça, c'est c'est créateur, c'est. Les plus belles créations, c'est celles qui sont les créations fortuites de la nature. Ah oui, c'est la nature. Vous avez un croisement qui se fait de façon naturelle. Ah oui, c'est vrai. Voilà, je suis assez merveillé toujours par. Ce qui, ouais, on en voit. Et c'est vrai, quand on voit, Pascal, ce qui nous a ramené, les tomates, les dernières tomates qu'il nous a rapportées, on était un petit peu ébahis parce que non seulement elles étaient bonnes, il y avait du goût, mais elles étaient quand même bizarres. Hein. Il y avait, c'est vrai que des grappes de. Tu te rappelles les grappes de raisin? On pensait que c'était du raisin dans les débuts. On pensait que c'était du raisin, mais en fin de compte, non, c'était des tomates. Oui, ça c'est des hybrideurs. Moi, je trouve, puisque je suis pas un hybrideur, moi. Oui. Je suis ce qu'on appelle comment on appelle ça déjà? Les Américains ont un nom breeder, c'est-à-dire je suis un éleveur. Ah oui. C'est-à-dire qu'on me donne un bébé, je l'élève. Ça c'est déjà un bon rôle, hein, quand même, parce que bon. Je fais de 1 à 7. Ah voilà. Là, même plus que ça, cette nuit, il y en a une que j'ai présentée l'an dernier, Orange Jazz. On en est à 1 plus 9, c'est-à-dire on en a la 10e année.
Elle n'est pas encore finie, ce qu'on appelle. Parce que Pascal travaille de nuit. Dans la nuit, il est dans son jardin, puis il est en train de bricoler dans son jardin à minuit, 1h du matin. Ben, tu fais quoi, mais je suis dans mon jardin. Je l'ai déjà fait en pleine nuit, avec la lampe frontale sous les tunnels. Oui, ça m'arrive. Ah, c'est ce qu'on appelle, là, oui, le plaisir, le désir, le plaisir, et puis aussi, oui, c'est ça. Lorsque je travaille en pleine nuit dans les tunnels, c'est parce que il y a quelque chose qui nous chagrine. Ou j'ai pris du retard sur quelque chose, ce qui m'arrive. Ou alors il y a vraiment, pour X raison. Ça vous travaille la nuit et puis vous êtes obligé de vous lever et de dire toi mon bébé, je t'ai pas donné assez de lait, tu vois, c'est ce qui arrive. Après le bébé il pleure. Hein. Oui, tout à fait. Et puis, et puis lorsqu'il y a des expositions, on peut pas cueillir un fruit 10 jours avant, donc c'est 2 jours avant. Et si je sais que j'ai pour 30 heures de cueillette, c'est 2 jours à 15 heures. Ah oui. Donc j'ai une vie quand même, j'ai des enfants. Ah tout à fait. Oui. Donc c'est la nuit. Oui. Mais c'est bien ce que tu dis parce que quand même tu penses quand même à tes enfants, à ta petite femme, pas qui assez, forcément, oui parce que tu donnes toute la journée à tes enfants puis à ta femme et puis la nuit tu te dis maintenant c'est pour vous les tomates la nuit. Là cette nuit j'ai commencé à envoyer les premiers mails, il était 4h02. Mon épouse ce matin me dit en tant que t'es levé, je dis 3h et quelque chose. Ah oui, mais ça me gêne pas. Voilà. Non mais voilà, c'est ce qu'il faut. Parce qu'elle a toute la place dans son lit. Voilà. Exactement. Oui. Mais non, voilà, c'est vrai que la nuit on est tranquille. Oui. Quand c'est surtout pour un travail d'écriture, par exemple. Moi qui voulais pas écrire sur les tomates. Ça y est, c'est trop tard, je vais le faire. C'est vrai. Ça c'est bien. Le docteur Vauduit m'a décidé. Ah oui, et ça c'est très bien ça. Il est venu me voir hier, il m'a décidé à le faire. C'est vrai. Ah bon. Oui, ça va se faire avec une sortie en novembre 2017. Voilà, sur le noyonnais. Ah oui. Ouais. Il a su utiliser les mots qu'il fallait. Mais ça m'étonne pas, docteur Vauduit, que l'on reçoit justement demain dans l'émission, justement le club Cœur et Santé, Fédération, où on est partenaire. Et demain soir, nous avons une émission avec le docteur Vauduit, moi-même et puis Ludovic. On parle de la contraception. Contraception, voilà. Tout à fait, il a dit. C'est vrai qu'il est. Je l'ai rencontré à Radio Puisalène ici. Pour la Galette des Rois. Oui. Il savait que j'existais, je savais qu'elle existait, parce qu'on nous écoutions mutuellement à la radio. Et il m'en avait parlé un petit peu, il m'a dit, il y a un livre qui est en préparation, on a pensé à vous. Moi, j'ai dit non, moi je vais pas écrire sur les tomates, ça a été écrit, tout le monde a écrit dessus déjà et tout. Et puis il m'a recontacté, et puis il est venu hier, il m'a dit voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on aimerait. Bon. Il me dit voilà, il faut rendre votre écrit le 27 février, sorti courant novembre. Bon, d'accord. On va s'y mettre. C'est bien. Voilà. Ça vous fait un petit projet en plus, et puis en plus c'est les tomates, c'est votre univers là. Oui, et puis alors surtout ce qui m'a décidé, c'est un clin d'œil parce qu'on parle toujours des fruits rouges du noyonnais. La tomate, c'est un fruit qui à l'origine était surtout rouge. Donc j'ai fait un clin d'œil là-dessus. Ça c'est pas mal. Voilà. Ah oui. Donc alors, c'est quoi? C'est tout un livre complet ou alors c'est qu'un petit sur le noyonnais. D'accord. Donc il y a chacun écrit sur ça. En plus je suis pas vraiment dans le noyonnais, mais comme il dit, vous n'êtes pas loin, donc on est. Oui, mais chez moi c'est plus le noyonnais là-bas. Mais c'est. Oui, mais c'est sur la tomate. C'est ce que vous aimez, c'est votre univers. Moi, je trouve que c'est bien. Combien de pages? Oui. Je suis libre. Qui est plaisir alors. Par paire, 2, 4, 6, 8, 10. Et alors, vous pouvez nous dire un petit peu de quoi vous allez parler exactement, de votre bébé, de comment vous êtes venu comme ça, ou alors vraiment de la tomate même. J'en sais rien encore. Oui. J'en sais rien. Parce que c'est vrai que c'est tout un univers, mais il faut quand même dire que la tomate, c'est vous, c'est vous qui l'avez créé, c'est votre bébé, comme vous dites. Vous mettez 7 ans pour voilà. Que j'ai élevé, on va dire. Oui. Mais non, je jette plus généraliste, je pense. Plus généraliste, d'accord. Oui.
je parlerai de cette tomate, mais il faut quand même pour le fait que je veux la faire baptiser au niveau mondial. Elle est enregistrée aux États-Unis actuellement, parce qu'elle est enregistrée. Oui. Elle est commercialisée d'ailleurs depuis le mois de décembre sous le nom de Pascal de Picardie, puisque c'est une histoire de copyright. Les Américains sont très honnêtes là-dessus, ont voulu qu'il y ait mon prénom pour pas que ce soit copié. Bon, pourquoi pas. Ce que je veux à terme, c'est enlever Pascal pour l'appeler uniquement Picardie. C'est ce que vous m'aviez dit déjà la dernière fois. Et ça en est où alors? Là, c'est... ça se fait pas comme ça. Oui, comme on dit, ça ne se fait pas comme ça. C'est du temps, c'est de la réflexion, c'est toutes ces choses-là. Parce que moi, je suis l'éleveur, mais je ne suis pas le créateur de cette variété. Oui. Donc c'est Dean Slater qui est... J'espère qu'il va nous rendre visite au mois d'août. Normalement, il vient, si ça se passe bien, il vient passer 15 jours en Belgique et en France avec moi. D'accord. Faut l'emmener à la radio, hein. Il faudra un traducteur, parce qu'il ne parle pas un mot de français. À part à mes amitiés Pascal. Rien que pour regarder ou lui faire visiter un petit peu la radio. De toute façon, s'il vient, en gros, on ira à Bruxelles, donc c'est déjà 2 jours de travail sur place. Lui ferait des conférences sur la génétique, la tomate et tout ça. Moi, j'en ferai pas. Je préfère être avec le public. Et donc, avec sans doute une autre personne, ça c'est en cours, c'est pas encore déterminé pour l'instant. Ça, c'est une chose. Donc, 2 jours sur place. Il arrivera la veille. On reste le lendemain sur place pour parler tomates avec des amateurs, des professionnels. D'accord. Ensuite, il viendrait chez moi, et entre Paris, son grand-père a fait le débarquement. Ah oui. Donc je l'emmènerai voir tout ce qu'est Omaha Beach, à Romanche, tout ça, parce que les Américains sont très... d'accord. Voilà. 15 jours, ça va passer très très vite. Puis après, il faudra travailler chez moi aussi, quand même, un petit peu. Oui, quand même. Une journée ou deux, peut-être. Bruxelles, c'est 25-26 août, et le 9 septembre, il y a Versker, qui est la plus grande fête de la tomate. Donc, il faudra préparer. Donc, ce que j'espère, parce que ce qui est en train de se décider, c'est qu'ils fassent les deux. Ils viennent pour les 2 fêtes. Mais tu vas pas chômer, hein. Mais là, ça serait un plaisir, parce qu'on travaille ensemble depuis quand même un petit bout de temps, lui et moi, comme je travaille avec d'autres, Ben Norton et d'autres hybrideurs, mais on ne s'est jamais vu. On ne se rencontre pas. Je devais aller en Allemagne rencontrer Helmut Pumer, qui est un hybrideur aussi. Bon, j'ai eu mon problème d'épaule, je suis pas allé, c'était annulé. Mais c'est vrai que on se parle. On s'écrit tous les jours, parce qu'on travaille. Donc, d'accord. Bon, c'est... Voilà, il a vu des photos de moi, j'ai vu des photos de lui, mais on se rencontre pas, on travaille à distance. Ça, c'est l'avantage maintenant de Internet et de technologies, tout à fait. On se parle en direct, on s'écrit, on se répond. Mais je suis sûr que quand vous allez vous rencontrer, ça va être comme si vous étiez connus depuis 10 ans. Oui, alors toutes les personnes ce sont des petits milieux, je pense que dans tous les milieux, c'est le milieu de la rose, de la tomate. Oui, exactement, du cheval, du timbre, oui, c'est vrai. On a cette sensation de communiquer, de ne pas se connaître, mais quand on se voit. Alors en plus, c'est bon. Par exemple, avec le sur de timbre, il achète, il vend. Oui. Tandis que nous, on travaille, on crée quelque chose ensemble. C'est différent. Et donc, par exemple, là, cette nuit, on a parlé de ce qu'on appelle de cultivars. Donc, des cultivars, c'est une variété, voilà. Une variété à développer, qui est en F2. Donc, on en a parlé. Les graines, je vais les recevoir dans 15 jours. Je les sème en mars. Donc, de mars jusqu'à, octobre, je vais travailler dessus sans arrêt tous les jours. Donc tous les jours, je vais des photos, je vais peser, mesurer, goûter, présenter au public sur les fêtes et tout ça. Oui. Et donc c'est un travail de mars à octobre. Donc tous les jours. Donc après il y a l'après, parce qu'après on écrit, parce qu'on prend des notes l'été, parce qu'on n'a pas le temps d'écrire. On prend des notes et après tout l'hiver, là on écrit, on calcule, on fait plein de choses. Et ce qui fait que tous les jours, pratiquement Dean Slater, tous les jours on se parle. Mais attention, et donc Pascal, toi c'est la nuit, hein.
C'est la nuit. Ah oui, ça va être la nuit, parce que tu gardes ta journée pour ta petite femme et tes enfants. Hein. Ah ben comme ça, au moins, ça peut aller. Non, hein. ça tombe bien, parce que quand il est 4h du matin ici, chez lui, là-bas, il est 21h. Donc il a fini sa journée, il se met à l'ordinateur. Ah oui, d'accord. Oui, c'est comme ça que ça marche. Ou alors, tôt le matin pour lui et moi tard le soir. D'accord. Ouais, ça c'est le système de... Ah ben oui. Ouais, mais c'est bien parce que on a les dernières nouvelles du jour, on a voilà, et puis on a aussi les petits coups qui se font douces. Nouvelle technologie, voilà, c'est ça, voilà. Internet. Alors, tiens, nous, notre site internet, @wanadoo.fr, c'est ça, .fr, oui, c'est ça, Radio Puisalène. Forcément, nous aussi, nous avons un site, hein, on a un Twitter, on a tout ce que l'on a sur Radio Puisalène. Et puis là, j'ai ma petite Laure qui va nous préparer deux belles petites musiques qu'elle va nous envoyer. 03 44 75 3000. Hein, si Pascal, on veut te poser des questions sur récupération d'eau, ça y est, c'est fini, ou on y revient, ou on a fini, on peut revenir. Hein, donc, si vous avez des questions à poser, bien vous n'hésitez pas, hein, tout de suite. Alors, il y aura Claude François avec que c'est de l'eau, c'est du vent. Oh, quel bonheur, je t'aime. Radio Puisalène. Trois fréquences, bien sûr, à noter sur vos agendas, hein, et puis plein de choses à noter, justement, hein, en ce qui concerne Radio Puisalène, on a plein de sorties, plein de choses à faire. Je pense que l'annonce de comment il s'appelle, André Rieu, ça marche justement très très bien, puisqu'il nous reste très peu de places, hein, si ce n'est qu'une dizaine de places, donc dépêchez-vous, hein, si André Rieu vous intéresse. Hein, c'est vrai que c'est assez joli, hein, à écouter, hein, c'est très beau, la belle musique, mais aussi un beau spectacle, hein, parce que en plus, je pense qu'il est sur place, il est pas non plus comme ça à ne rien faire, hein. Il est pas tout seul, hein, il doit être au moins, moi je dis 50, 60 personnes qui font du violon, qui chantent, qui dansent, c'est un vrai spectacle, hein, quand même, hein. C'est à Paris, et dépêchez-vous si vous êtes intéressé. Voilà. Alors Pascal, ben oui, nous on revient un petit peu à notre eau, hein, à notre jardin. Alors, oui. J'avais oublié un semis, les fèves, pour ceux qui en consomment. Les fèves, oui, c'est vrai. Alors ça fait partie un petit peu on va dire des légumes oubliés, hein, ça. Hein. Les fèves. Oui, alors oui, effectivement, c'est vrai. D'ailleurs, sur les étals, on en voit très peu. On n'en voit pas facilement. Ah oui. C'est vrai. Par contre, cuisiner, par exemple, avec un pot-au-feu, oui, dans un potage normal, c'est très très bon, la fève. C'est un petit peu comme un gros haricot. Oui, hein. tout à fait. Oui, gros. Alors, souvent, lorsqu'on en parle avec les personnes, ah oui, mais il y a une peau qui est épaisse. Oui. On peut l'enlever, cette peau. D'accord. Ah bah c'est ça, oui. Par contre, après, elle s'écrase. Hein. Ça, c'est l'inconvénient. On l'enlève après l'avoir fait cuire. Oui. Bah, on peut éplucher avant si on veut. Il faut être patient, c'est tout. Alors après, c'est très simple. On appuie dessus avec une fourchette et la pulpe sort toute seule. Hein. C'est très simple, ça. D'accord. Et donc, on peut semer des. Alors, en plus, les jardiniers n'aiment pas beaucoup parce que les pucerons systématiquement vont dessus. Et justement, je dis que c'est bien parce que pendant que les pucerons s'occupent des fèves, ils s'occupent pas des autres cultures. Ah oui, d'accord. Voilà, oui. En gros, il faut savoir en sacrifier. Il y a une solution, par exemple, si vous avez un massif de rosiers, vous mettez 2-3 grains de fèves vers vos rosiers, et les rosiers n'auront plus de pucerons. Les pucerons seront tous sur les fèves. Alors les fèves, c'est quand même des grands bâtons. Ça fait 80 cm. 80 cm, oui. C'est ça, oui, ça tendance. C'est comme un gros haricot, hein, c'est ça. Et puis à l'intérieur. Ça fait une gousse avec des gros grains. C'est ça. Des gros grains plats, plus ou moins rectangulaires. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, hein, quand même. C'est bon, c'est très bon. Ben oui. Bon. Alors, d'ailleurs, on en mange tous les jours sans le savoir, pratiquement, de la fève. Ah puisque bon? Dans la farine panifiable, il y a 1% de fèves dedans. D'accord. Voilà. D'accord. Donc quand on mange du pain, on mange un peu. Un petit peu de fèves. Ouais, très peu, 1%. Oui, parce que c'est vrai que je sais que c'est un petit peu comme ce sont des légumes que nos grands-pères semaient. Alors en plus les grains, on peut les manger en frais comme en sec, comme le haricot blanc. Oui, donc d'accord. L'hiver, c'est une source de protéines. Oui. Voilà. Comme le petit pois, comme le haricot sec.
le pois chiche. Alors, le pois chiche. J'aime pas trop le pois chiche, mais bon. Ça, on peut en avoir dans le jardin, le pois chiche? Oui, tout à fait, oui. Oui, d'accord. Je suis pas non plus un inconditionnel. Voilà, non, c'est vrai. Si, en houmous, c'est très bon. Cette pâtée on l'écrase avec un jus de citron. Oui, c'est bon, mais c'est vrai qu'on n'a pas une cuisine locale qui fait qu'on utilise beaucoup de... C'est ce que j'allais dire. C'est vrai que maintenant, il y a un bon cuisinier qui vient ici, éventuellement qui nous cuisine le pois chiche. Peut-être que on arriverait à pouvoir l'intégrer un petit peu dans nos cuisines. Hein. Alors, moi, je sais que dans les collectionneurs, il y a Loubi Poujal en Roumanie. Je pense pas qu'elle écoute aujourd'hui, ce que j'ai pas dit, sinon elle écoute sur internet. Hein. Oui. Bonjour Loubi, si tu écoutes. Bonjour Louise. Loubi, donc, qui est venue nous voir à Versker, qui a pris l'avion pour venir nous voir du fin fond de la Roumanie. Donc elle a une collection de pois chiches. Alors, il y en a des noirs, mais vraiment noirs. Oui. Donc ils en consomment pas mal. Dans le sud de la France, on en consomme, on en cultive. Moi, Bruno, un ami, le président des collectionneurs de tomates, en cultive. Voilà, je pense que encore une fois, chez nous, c'est peut-être pas le climat. C'est pas local. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas local. Méditerranée, oui. On n'est pas ici, on n'est pas là-dedans, quoi. Voilà, tout à fait. C'est comme l'endive, vous dites l'endive dans le sud de la France, ils en consomment. Mais et nous ici, nous ici, c'est bon, hein, c'est notre culture, hein, c'est un petit peu ça. Déjà. Oui, c'est vrai. Oh, c'est qu'elles étaient bonnes alors, hein. D'accord. Non, j'ai eu un incident. Les volailles s'étaient échappées, elles avaient fait un tour dans ma planche. Aïe. Ça c'est, oh là là. J'espère que les volailles ont été passées à la casserole après. Parce que ce matin, c'était les pintades. Voilà. Mais voilà. Et donc la fève, si, parce que c'est une bonne réserve pour l'hiver tout de même. C'est une légumineuse qui se conserve très bien. Il y a pas de souci, sèche. Et oui, c'est pas intéressant. Alors c'est pareil, ce sont des vieux légumes comme on dit, mais il faut savoir les cuisiner. Et bon, maintenant avec Internet, on peut éventuellement se procurer plusieurs recettes justement sur la fève. Vous tapez cuisiner de la fève, vous allez voir. Voilà. Vous allez avoir des recettes infinies. Ça c'est génial. Oui. C'est amusant parce que je découvre toute une génération de personnes qui ne cuisinaient pas, parce que c'était plus ou moins dur ou autre, qui découvrent sur Internet des recettes et ils se mettent à cuisiner. Ah bah tiens. Bon, oui, ça c'est vrai. Il y a un site, on peut le citer éventuellement. Oh oui, bien sûr. Marmiton qui fait des recettes tout à fait accessibles. Simple, oui, c'est ce qu'il faut. Oui. Et voilà, il y en a qui sont beaucoup plus, compliqués, mais dans l'ensemble, c'est accessible. C'est bien expliqué, généralement. C'est vulgarisé. Oui. Voilà, c'est vulgarisé pour la personne qui ne cuisine pas d'habitude. Et assez récemment, j'ai été invité chez quelqu'un à Paris, une jeune femme, qui avait tout fait marmiton. Et là, elle nous l'a dit, tout ça c'est marmiton. Je lui ai dit, mais c'est bien. Bah oui. Voilà, alors, il faut dire, c'est le site, mais c'est elle qui cuisine. Oui, c'est elle qui a cuisiné, alors qu'avant, elle l'aurait pas fait. Et voilà. Hein, il faut juste se mettre sur le site et puis pouvoir. Alors, il y a peut-être des images, des photos, des vidéos qui fait que ça vous fait voir. Ce genre de site, c'est quand même pas mal parce que donc elle a consulté une quinzaine de jours avant de nous recevoir, sur toute une équipe à être reçue. Oui. Consulté ce qu'elle voulait faire comme recette. Elle a passé commande à son AMAP des légumes qu'elle voulait. Oui. Donc ça fait vendre finalement. En plus, oui, tout à fait, oui. C'est très bien. Je dis, mais c'est bien parce que ça permet de consulter à l'avance. Bon, un livre aussi, on peut le faire. Moi, je lis beaucoup, mais on voit bien que les gens ne lisent pas énormément maintenant. Attendez, Internet, il est là. Maintenant, vous allez dans votre cuisine, vous mettez votre portable Internet et vous regardez les apps et comme vous tapez, voilà. Mais je pense qu'on y arrive tous, ça. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. Mais quelque part, ça relance aussi des idées parce que ces sites, il y en a d'autres. Hein. Il y en a un qui est beaucoup plus élaboré, c'est 750 grammes. Là, c'est de la cuisine déjà beaucoup plus. Tiens, il y a un connaisseur. Je connais ce site 750 grammes parce que je crois que celui qui s'occupe du site internet, c'est quelqu'un que je connais très bien. En tout cas, il a un très beau site.
Donc c'est parce que je crois qu'il s'appelle Vincent, le responsable du site internet. Tout à fait, ouais, c'est ça. Donc c'est Vincent Lefranc. Je sais pas s'il nous écoute, mais parce qu'il est du côté de Soissons et je crois que leur siège est à Soissons. Et on avait fait une fois un reportage avec le salon du blog culinaire qui faisait à Soissons. Malheureusement, ça s'est arrêté cette année en 2016. Le salon s'est arrêté malheureusement. Il y a des velléités de recommencer certaines choses sur les produits régionaux. J'ai rencontré une députée que je ne citerai pas de la région. C'est pas très vieux, ça a 15 jours. Et il y a des velléités d'essayer de faire des choses. Ça, c'est bien. Voilà. Et comme elle m'a dit, je me sens un peu seul, même chez les élus, vous voyez, parfois, elle dit, je me sens un peu seul. Oui. Pour pas dire seul, elle m'a dit d'ailleurs. Oui. Mais elle essaie. C'est bien. D'essayer, c'est bien. Ben, oui. Voilà. C'est une bonne chose, effectivement. Mais donc, ce site, 750 grammes, oui, c'est clair, c'est net. On ne peut pas se tromper. Mais c'est vrai que moi je trouve que c'est bien parce que ça agrémente un petit peu et ça regroupe un petit peu, tout ce qui est légumes et puis comment le cuisiner tout simplement. Hein. Tout simplement. Je sais que parfois mon épouse me dit tiens, quand on lançait du gel, j'ai arraché des poireaux, j'ai arraché des panais, j'ai arraché des carottes et des choses. Oui. Elle me dit tiens, qu'est-ce que t'as comme légumes prêt à... je prends un seau, je la veine. Bon, et ça, qu'est-ce que je peux faire? Elle regarde et puis elle fait. Oui, tout à fait. Parfois des idées, mais voilà. Oui. Mais je pense que ça peut. En plus, tous ces sites militent quand même vers un retour au circuit court. Moi, je dis ultra court, hein, c'est le jardin chez moi, donc c'est très court. Oui. Circuit court, donc il milite dans ce sens-là. Qui plus est, les grands cuisiniers, notamment français, sont en train de mettre le paquet pour qu'on revienne à une agriculture, enfin, à des produits authentiques. Et c'est bien parce que c'est tout un ensemble. Tout un ensemble qui fait que voilà. Je ne dis pas que dans 10 ans tout le monde va cultiver et vendre autour de chez lui, mais même si c'est 2-3% de la population, ça permet à des agriculteurs. On avait reçu nos amis de Recours Saint-Martin. Oui. Voilà. Bon, quand on voit ces agriculteurs, il y a 20 ans qu'ils sont dans le bio, donc ils savent de quoi ils parlent. Et apparemment le plus dur, c'est de vendre. Produire, ils savent faire. Mais il faut vendre. C'est-à-dire qu'on a des produits, il faut les vendre. J'ai rencontré cet été un couple. Elle est anglaise, elle est spécialisée dans les tomates. C'est pour ça qu'elle était chez moi. Et lui, dans la framboise et le cassis. Et il me disait, il préfère ne pas cueillir ses framboises et ses cassis s'il n'a pas de commande. Parce qu'il sait très bien que ses framboises, c'est 24 heures. Ah oui. Et c'est dommage. Et alors que les framboises et les cassis, c'est quand même, je veux dire. Et c'est quelqu'un de la région, c'est quelqu'un de la région d'Amiens. Et donc il dit, si on n'a pas la commande, faut pas cueillir, faut laisser pourrir. C'est quand même malheureux. Il préfère ne pas perdre du temps à cueillir quelque chose qu'il va perdre. Ou alors après, il faut les traiter chimiquement, et là ça tient pendant quelques jours. Et donc voilà. Et donc la qualité, elle existe et c'est. Alors, faudrait réfléchir justement dans le sens où ça peut-être intéresser. Alors, travailler avec des cantines, travailler avec des cuisiniers, travailler avec des c'est là qui fait que. Dans la région, on est très en retard. Je peux dire très en retard. Je pense que oui. Je crois que le président de la région, que je ne citerai pas, je crois qu'il y a un accord qui a été passé pour mettre 20% de bio et local dans les cantines, très rapidement. Et ça, c'est même pas 20% qu'il faut remettre. Il y a des endroits, moi je connais. Plus que ça. Voilà, exactement. 20%, c'est pas beaucoup. Je connais quelques communes où j'ai d'ailleurs donné des graines de tomates pour les cantines et tout ça. C'est du 100% local. Mais bien sûr. On peut faire 100%. Mais oui, comme vous dites, si comment à la cantine, vous allez pas me dire que l'enfant qui a dans une petite tasse de framboises et puis de fraises dans sa petite tasse, tout frais, venant de la personne à côté, je trouve que c'est ça. Je veux dire par là, c'est vrai on réfléchit. Enfin, je sais pas si on réfléchit pas assez. On devrait se demander parce que c'est vrai que ce pauvre monsieur qui, il préfère les laisser pourrir plutôt que de les cueillir. Moi, je trouve qu'il y a des solutions là-dessus. Ce qui serait bien, c'est que le jour où il en est, qu'il puisse contacter les cantines et voilà. Moi, et en plus, si les perdre ou récupérer uniquement sa mise, comme on dit, il va le faire. Ah oui. Voilà. Et oui, mais c'est comme ça. On est dans un marché d'économie. Oui. Mais je pense que on le sent. Moi, je vois sur les conférences où je peux aller, les fêtes, tout ça. On sent l'intérêt du public.
On sent, par exemple, sur les abeilles en ce moment. Ah oui. Ça commence, ça bouge. C'est-à-dire que les gens prennent conscience que sur les abeilles, on est mal. Ça y est. Mais je pense qu'on est quand même très en retard. Hein. Oui. Alors, ce qui a peut-être que le déclencheur, c'est amusant parce qu'on parlait de tous les pays qui font du bio sont des pays qui sont loin de tout ou qui ont été qui ont eu des sanctions. Donc, il y a eu Cuba qui a eu des sanctions politiques, commerciales, tout ce qu'on veut. Donc, n'avait pas accès ni aux engrais, ni aux pesticides, ni à... oui. Ce sont eux qui ont les plus belles colonies d'abeilles actuellement. Ils ont des récoltes phénoménales. Il y a un autre pays qui s'appelle le Bhoutan, qui est un petit pays paumé dans les montagnes sur un continental. Ils sont pauvres, il n'y a aucun accès. Ils sont 100% bio. Ça marche. Oui. Voilà. Il y a un autre pays, je crois que c'est une région de la Bolivie qui a viré Monsanto. Bonjour Monsanto, mes copains. Ils ont viré. Ils n'ont jamais eu autant de belles récoltes. Alors moi j'ai entendu dire Paris. Pourtant Paris c'est pollué, mais j'ai entendu dire qu'ils avaient les abeilles au-dessus des toits et qu'ils avaient du très très bon miel. Tout à fait. Pour une simple raison, c'est qu'à Paris il n'y a pas de grande culture, donc il n'y a pas de traitement chimique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, c'est une bonne formule quand même de dire à Paris, c'est pollué. Au parc du Luxembourg, il y a un rucher école, ce qu'on appelle, parce que dans chaque département, il y a un rucher école. D'accord. Il y en a un dans l'Aisne, certainement d'ailleurs, il y en a un. Et donc, Paris, c'est Luxembourg. Et effectivement, le parc du Luxembourg, il fait quelques hectares, mais il n'y a pas de traitement. Ah oui, c'est ça, y a des le fleurs. traitement. Il n'y a pas de traitement, de toute façon, il faut être réaliste. Bien sûr. Oui. Quand on aura compris ça, on aura compris beaucoup de choses. Et effectivement, des hôtels maintenant à Paris, l'hôtel Monceau qui est rouvert il n'y a pas très longtemps, a son rucher sur le toit. Le ministère de l'Intérieur a son rucher sur le toit. Voilà. Et moi, il y a quelques années, dans une petite commune, 10 000 habitants, pour loin d'ici, j'ai proposé, on m'a pris pour un fou. Alors que non. On m'a dit c'est dangereux, mais les abeilles ne descendent pas attaquer, elles montent et après elles vont aux fleurs. Voilà. Chez moi j'ai des ruches, j'ai des abeilles, j'ai des colonies. Mes voisins n'ont jamais été attaqués, ni rien. À partir du moment où on les laisse faire un petit peu ce qu'ils... Puis il y a des normes, il faut respecter des normes. Oui, bien sûr. Si vous mettez des abeilles en bord de route, ça va pas aller, comme on dit. Ça va pas le faire. Il faut les laisser tranquilles, les abeilles. Il faut les laisser, comme on dit, faire leur petit truc, et puis c'est tout. Tout à fait. Ah, mais ça, c'est... Le naturel, hein. Oui. Ah oui, mais ça, c'est... Mais franchement, on sent l'intérêt, quand même. Oui. Et surtout, ce qui est très important, c'est un intérêt des jeunes. Parce que, les vieux, c'est perdu, comme on va dire. Le type qui a mon âge, s'il n'est pas dans le bio, dans le naturel... Même s'il y vient, de toute façon, j'ai 60 berges, je vais pas rester longtemps sur le terrain. Mais quand on voit des jeunes qui ont 15, 18, 20, 25, 30 ans, donc des jeunes consommateurs, qui demandent, qui sont demandeurs, ça c'est intéressant. Ça c'est vrai. Parce qu'en plus ils vont retransmettre ce genre de... voilà. Là c'est intéressant. Il faut les intéresser aussi. C'est intéressant. Et effectivement, donc quand on parle de la démarche de l'eau, c'est une histoire d'économiser les réserves mondiales. Même, on dit l'eau, 70% de la surface terrestre. C'est bien. Bah oui. C'est bien, mais entre l'eau de mer et l'eau qu'on utilise, il y a une petite différence déjà. L'eau douce et l'eau salée, c'est pas la même, d'une part. Et puis, de toute façon, il faut bien se dire qu'on est de plus en plus d'habitants sur Terre, déjà. Et les pays qui sont en voie de développement vont consommer de plus en plus d'eau. Oui. Parce que ça, c'est typique des civilisations industrielles. On l'a vu pour la France, pour tous les pays européens et d'autres pays industrialisés. Donc, à partir du moment où on s'enrichit, on consomme de la viande, on consomme de l'eau. Oui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on en a besoin de l'eau, hein. On en a besoin, de toute façon. On est fait 80% d'eau, de toute façon, physiquement déjà. Donc, voilà. Donc, il faut l'économiser, il faut la partager. C'est comme ça. Donc, surtout l'eau, la gaspillez pas. Et même si vous avez une cruche de 20 litres pour récupérer un peu d'eau pour arroser, c'est déjà un début. D'accord, bah oui. C'est déjà un début. Oui, c'est vrai. Alors là, cette émission, c'était basée sur l'eau. Je pense qu'il va être temps
pour nous déjà, oui, de nous quitter. C'est vrai que Laure prend le relais derrière, 2 heures d'émission avec ces chanteurs qui sont pas très connus, chanteurs éventuellement qu'elle va nous présenter pendant ces 2 heures d'émission avec les chanteurs bonheur, chanteurs, je sais pas, d'amour nostalgique. D'amour nostalgique. Non, pas du nostalgie, c'est de l'amour. Ils sont belles aussi. Allez, de l'amour. Rien que de l'amour. Notre scientifique Benjamin me précise, l'eau douce représente 0,7% des réserves d'eau au monde. Ah oui, d'accord. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu en fait. Non, il n'y en a pas beaucoup. Merci Pascal. Merci de m'avoir reçu. Alors, ce qui est amusant, c'est que les personnes ne téléphonent pas. Par contre, me contactent sur Facebook. Ah mais ça c'est bien. Alors, on est au mois. Alors attends. On est là. Donc le prochain truc, c'est au mois de février, forcément. Oui. Février, le dernier mardi du mois de février, c'est le mardi 28. Le dernier jour. Le dernier jour. Donc le 28. Alors là, on parlera de. Peut-être compost. Au mois de mars, du compost. C'est très très important aussi. C'est une matière que l'on peut produire facilement. Oui. En respectant certaines règles. Puis j'ai déjà avancé là-dessus de parler d'un cylindre à trier le compost que l'on peut faire soi-même pour pas très cher. Parce que le but tout de même c'est d'être à la portée de tout le monde. C'est pas. Oui. On peut acheter des tas de matériaux, de matériel, mais lorsqu'on peut les faire soi-même, vous savez. Donc, je vais vous parler pour cette trieur de compost, c'est très simple. Il faut 2 jantes de roue de vélo, un grillage et 4 roulettes achetées dans le commerce de meubles. D'accord. Voilà. Et quelques vis. C'est simple. Hein. Voilà. C'est simple et c'est efficace. On parle de compost dans un mois. Voilà. Merci Pascal. Merci Edwige. À dans un mois. Laure, je te remercie du fond du cœur. Je sais que t'as été une nounou, une maman. Pour moi, tu vas être tranquille pendant 2 heures. Ça y est, je reprends le relais. Ça va être relax. Je reprends le relais. Merci, ma petite cocotte. Et puis, à tout de suite. À tout de suite.